Dans ce monde, il existe des personnes appelées utilisateurs de capacités, pas si différentes des détenteurs de pouvoir. Certains d'entre eux naissent ainsi, et leur population augmente chaque année. Parallèlement, le nombre de crimes commis par les personnes dotées de pouvoir a augmenté de façon exponentielle. Heureusement, contrairement aux utilisateurs de capacités malveillants, il y a aussi ceux qui possèdent bienveillance et vertu. Ceux qui combattent le mal avec leur pouvoir sont appelés des héros, protégeant la paix du monde grâce aux bénédictions qui leur sont accordées. Ils sont admirés et vénérés par la foule qu'ils protègent. Cependant, ce n'est pas l'histoire habituelle d'un héros à laquelle on est communément habitué. Sur un écran géant le long des rues, un présentateur de nouvelles rapporte le dernier acte d'héroïsme en ville. Aujourd'hui, la paix de la ville est une fois de plus protégée par les héros. Casu marchait, contraint d'écouter ces reportages incessants. S'approchant d'une ruelle barricadée, il est averti des dangers dans cette direction. Confus, il se retourne pour voir qui lui parle. Anna parlait des gens qui lui feraient du mal, même avec la présence abondante de héros. Il la remercie d'être si gentille, ce à quoi elle répond. C'est juste une façon d'attirer la bonne fortune pour elle-même. Le jeune homme ne croit pas en ces dieux du karma ni même au héros, réalisant qu'il est étrange. Elle dit que les gens le prendront pour un vaurien aéré en plein jour. Mais il rétorque qu'une vie passée à travailler jour et nuit est trop ennuyeuse. Sur ce, elle lui demande curieusement quel est son but dans la vie. La question le laisse sans voix, et le silence confirme ses dires qu'il n'est peut-être vraiment qu'un bon à rien. Comme ils ne se sont pas encore vraiment présentés, elle se présente et il lui rend l'appareil. Elle poursuit son sermon et l'encourage à s'efforcer de devenir un être humain décent. Quelque chose attire son regard, mais une main avait déjà tendu le bras et arraché le sac d'Anna de son épaule. Elle se débat et tire en arrière, ne voulant pas perdre son bien. Mais il sort alors un couteau. Casu a sauté juste à temps pour bloquer son cou avec son corps. Cela lui laisse une grande et profonde entaille au bras. Bien qu'il aille bien, le problème le plus important est le voleur qui s'enfuit maintenant avec ses affaires. Juste à ce moment-là, ils ont entendu le rugissement puissant d'une moto. Le voleur est surpris de la voir passer à toute vitesse devant lui. Et lui barrant la route, chevauchant la moto, se trouvait un homme à l'allure flamboyante, le réprimandant d'être un citoyen exécrable et de voler les affaires des autres. C'était Mac, le héros musclé, venu sauver la situation. Il est facilement reconnu par la foule comme l'un des meilleurs justiciers qui affrontent les criminels surpuissants. Cependant, le criminel lui dit de ne pas être trop arrogant et commence à prendre une forme bestiale. Pour lui, les héros comme ça ne sont que des imposteurs. Avec ses pouvoirs de loup-garou, il a bondi sur l'homme musclé, qui a alors triplé de taille avec une masse incroyable, lui saisissant la tête d'une seule main. Le puissant héros a écrasé le malfaiteur sur le trottoir et a levé le poing en signe de triomphe, symbolisant une nouvelle victoire pour la justice. Pendant que tout cela se passait, Anna était toujours préoccupée par la blessure de Casu. À sa surprise, la blessure s'était déjà refermée. C'est son pouvoir, bien qu'il ne soit pas d'une grande utilité, sauf pour servir de bouclier humain. Alors qu'il minimisait son pouvoir, Max s'approcha et le qualifia de véritable héros. En fait, il est tellement impressionné qu'il les invite chez lui pour un repas gratuit. Elle pense que sa gentillesse portait enfin ses fruits, bien qu'il fasse semblant. La réaction de Casu fut beaucoup moins enthousiaste. Les deux arrivèrent à un somptueux manoir comme promis. Là, on leur servit un délicieux dîner et ils échangèrent quelques mots avec le héros. Anna bavait littéralement devant les assiettes, on lui dit donc de ralentir et de savourer autant qu'elle le souhaite. Cependant, sa vision commença soudainement à se brouiller et à s'estomper. La pauvre fille n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais ses paupières devinrent progressivement lourdes jusqu'à se fermer complètement. Elles s'ouvrirent plus tard, ramenant sa conscience, mais elle hurla de choc en réalisant qu'elle ne pouvait plus bouger. Max lui sourit avec un regard lubrique, disant qu'il était temps de passer à l'action et ajoutant que personne ne viendrait, peu importe à quel point elle crierait. Alors qu'il se rapprochait d'elle, elle se demanda comment un héros pouvait faire une telle chose. Le regard effrayé sur son visage lui était irrésistible, surtout quand elle pleurait et suppliait qu'on vienne l'aider. Il semblait que tout espoir était perdu jusqu'à ce qu'une silhouette familière donne soudainement un coup de pied à Mac en plein visage. Malgré sa corpulence, le coup l'envoya rouler sur le sol. Il regarda autour de lui avec une incrédulité et une colère totale. Tout ce qu'il pouvait voir pour l'instant était une silhouette sous le clair de lune. Anna pense que c'est un vrai héros.
Mais ce n'est que Kazo, le clochard bon à rien. Le héros maléfique ne comprend pas comment il est éveillé malgré le sédatif qu'il a ingéré. Kazo, en libérant la jeune fille, affirme n'avoir jamais rien fait et avoir seulement fait semblant d'être sous ses effets. C'est une révélation choquante, et la victime n'arrive toujours pas à croire qu'un héros commettait de telles atrocités. Croire à un tel conte de fées à ce stade n'était que folie, car elle s'accroche au fait qu'il l'a vraiment sauvé plus tôt. Kazo se charge de lui montrer le vrai visage de ses idoles. L'idée qu'un héros est un allié de la justice est une imposture totale, propagée par le peuple et les médias. Pour prouver le contraire, il défonce un mur et révèle plusieurs autres personnes, toutes manifestement victimisées et retenues captives. C'était horrible, les utilisateurs de pouvoir ne sont ni des dieux ni des saints, mais des gens avec quelques ordures mélangées, ricanant à son discours vertueux. Max dit qu'il risque sa vie chaque jour pour arrêter des criminels dangereux, il est donc naturel que les femmes veuillent le récompenser avec leur corps. Comme prévu, sa capacité est maléfique, et il est temps de la voir vraiment à l'œuvre. Kazo s'était lancé et a frappé le corps de l'ennemi avec une lame, mais elle n'a même pas effleuré sa peau dure. En guise de revanche pour cette erreur stupide, Mac lâche un puissant coup de poing qui l'envoie s'écraser contre un mur. Le voyant tomber, le héros rit à l'idée qu'un jouet aussi insignifiant puisse le blesser. Il connaissait aussi la capacité du jeune homme, mais se demandait à quoi elle allait servir. Et a enfoncé la lame dans sa main, Kazo a crié de douleur. Puni pour avoir pensé qu'un humain de bas niveau comme lui pouvait s'opposer à lui. Bien que cela puisse être vrai, c'est aussi un fait que les héros ne sont que des ordures. Heureusement, il est la personne idéale pour gérer tout cela. Le liquide écarlate s'écoulant de ses blessures commença à durcir et se transforma en arme, faisant partie de son pouvoir. Formant une lame et couvrant son visage, il a finalement révélé sa véritable capacité. Mac est imperturbable, croyant que le garçon n'a toujours aucune chance contre lui. Cependant, le coup suivant lui entaille profondément la poitrine. Cette fois-ci, il n'arrivait pas à y croire, il était censé être impossible pour un héros comme lui de perdre. Poussé par sa seule fierté, il attrape et serre fermement le bras de son adversaire, puis le balance pour lui fracasser la tête contre le sol. À ce moment précis, une série de dents acérées s'enfonça dans son épaule, perçant profondément sa chair. Ses genoux heurtèrent le sol impuissant, incapable de faire quoi que ce soit tandis que Kazu le fixait d'un air menaçant. Il supplia pour sa vie, mais le jeune homme n'avait de toute façon aucune intention de la lui prendre. En entendant cela, Mac le prend pour un idiot et tente de lancer une attaque surprise. Mais son faible point est attrapé avec facilité, son pouvoir ne fonctionnait plus, et il avait complètement perdu ses gros muscles. Déclarant qu'il n'utiliserait plus jamais sa capacité, Kazu brise le bras de l'homme maigre. Plus tard, le héros resta assis, tremblant impuissant, et reconnut le pouvoir impossible qui appartenait au légendaire seigneur vampire. L'ignorant et répondant à la question précédente de Hana sur son but, l'anti-héros s'approcha de son ennemi et lui asséna un coup de poing en plein visage. Ils disparaîtront du monde, car il vit pour effacer leur existence même de ses propres mains. Kazu rapporte que la cible a été éliminée et que Mac était tout aussi dégoûtant que les autres. Il ne l'a pas tué, mais sans ses capacités, ses jours en tant que héros sont terminés. L'homme au téléphone n'arrivait pas à croire qu'il puisse prendre les capacités des autres, mais une explication à cela pourrait lui coûter la vie. Poursuivant, le jeune homme partage qu'il n'a toujours pas. Il a trouvé ce qu'il cherchait maintenant. Ils doivent juste boucler les choses proprement des deux côtés, car ils doivent quitter les lieux bientôt. Après tout, rester trop longtemps au même endroit ne leur ferait aucun bien. Après avoir demandé une chambre et mis fin à l'appel, l'épuisement s'est finalement fait sentir et il est tombé à genoux, manquant de s'évanouir à force de s'être surmené. Pendant la bataille, une voix intérieure le traite de fou de ne pas vider les ennemis alors qu'il devrait les assécher. Il soutient qu'annuler leur pouvoir est suffisant, à moins qu'ils ne veuillent être une racaille comme eux. Bien qu'il soit autorisé à s'en tenir à ses idéaux, Rascal lui rappelle son véritable but, dont il est bien conscient. Sur ce, il se relève malgré la douleur. La personne qu'il cherche n'est pas là non plus, et il ne peut s'empêcher de se demander où était Seiya. Il y a 3 ans, il était à la maison tandis que sa jeune sœur lui montrait joyeusement son nouveau tour. Elle était indéniablement douée avec ses capacités et à un si jeune âge. La jeune fille veut grandir vite et devenir une héroïne, tout comme son père. Kazu lui sourit, disant qu'elle était complètement différente de lui, refusant la comparaison. Elle s'accrocha et le convainquit de rejoindre leur voie.
Mais il doutait qu'une capacité aussi simple que la sienne puisse même rivaliser, elle refusa de l'accepter, le qualifiant de gentil et suffisamment fort. Mais il savait qu'il ne pouvait pas être un héros avec une capacité aussi faible. Finalement, elle ne put rien dire, sa tristesse étant manifeste. Il dit qu'il est plus que satisfait d'avoir une petite sœur dont il peut se vanter. Leur journée était remplie de rires, mais une nuit, Casu se leva de son lit après avoir entendu des coups à proximité. Le bruit se rapprocha bientôt, et le corps de son père finit par s'écraser à travers la fenêtre. Malgré les éclats, le vieil homme roula sur le sol dur, battu à moitié mort par les intrus. Un autre homme entra, impressionné par l'habileté et la persévérance du héros malgré son âge avancé. Casu cria et demanda s'ils étaient des criminels avec des capacités, mais on lui répondit qu'ils étaient des héros, tout comme son père. Tandis que le garçon peinait à comprendre, une Seiya hébétée entra dans la pièce, réveillée par tout le bruit. Elle est choquée de voir la destruction qui s'ensuivait. Refusant de la laisser devenir une victime, le père de Casu lui dit de s'enfuir avec sa sœur. Il se tourna vers ses ennemis et les interrogea. Qu'est-il arrivé à leur fierté de protecteur? Où est passée la justice en eux? Ils méprisent cette justice et affirment que le vieil homme s'est retrouvé dans cette situation à cause d'elle. On dit alors aux enfants de ne jamais devenir des héros, car les héros de cette époque sont pourris jusqu'à la moelle. Ignorant leurs expressions stupéfaites, il utilise sa capacité et imprègne sa main du pouvoir de la lumière. Il dit à ses enfants de vivre des vies honnêtes et charge son ennemi, mais une main impitoyable transperce sa poitrine, le tuant sur le coup. Casu hurla à cette vue. D'autre part, l'homme invoqua des flammes bleues sur sa paume, dans le but de brûler les gamins jusqu'à ce qu'il ne reste pas la moindre trace. Son pouvoir ne s'éteint pas tant qu'il n'a pas réduit sa cible en cendres. C'est alors qu'il est interrompu et frappé par une étrange lumière. Voir Seiya utiliser un tel pouvoir à un si jeune âge éveille son intérêt. Elle haletait déjà d'épuisement, mais son talent pur et son potentiel pourraient la rendre utile bientôt. La petite fille est assommée et emportée. Malgré les cris de son frère, il ne pouvait rien faire pendant que les héros emmenaient sa sœur. Il s'accrocha à leurs jambes et hurla, mais fut impitoyablement repoussé d'un coup de pied et projeté contre le mur dur. Puisqu'il est si inutile et faible, il devrait au moins être éliminé rapidement. Les flammes bleues engloutirent son corps, prêtes à le réduire en cendres. Tout ça pour la justice, Casu ne pouvait accepter ce qui se passait. Son père, toujours si gentil, venait de mourir d'une mort insensée, et même sa sœur bien-aimée lui avait été enlevée. Toujours brûlant de rage, il maudit les héros et jura de ne jamais leur pardonner. La vengeance allait bientôt arriver. Rascal aimait le feu dans son cœur. Entendre la voix du vampire pour la première fois surprit le garçon, et il regarda autour de lui pour voir d'où elle venait. Venait-elle du bureau de son père? Parmi les livres et les dossiers soigneusement rangés, une énergie sinistre émanait. Juste à l'intérieur des tiroirs se trouvait une boîte cachée, entièrement recouverte de liens chamaniques. Il les déchira et l'ouvrit sans hésitation. Un crâne lui parla, se présentant comme un seigneur vampire que les humains craignaient autrefois le plus. Comme pour beaucoup d'autres choses, Casio ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il y avait un vampire légendaire qui terrorisait l'humanité. Il y a tout juste un siècle, les héros auraient dû le détruire, alors pourquoi son corps se trouvait-il dans le bureau du père? Apparemment, les restes avaient été placés sous la garde du plus puissant héros de l'époque. Le vampire lisait dans ses pensées et, réveillé par la puissante soif de vengeance qui brûlait en lui, le garçon ne pouvait le nier, surtout en se souvenant de sa famille. Même après 100 ans, la détermination de Rascal n'avait pas faibli d'un seul iota. Maintenant, le garçon a le choix de se lamenter et de mourir piteusement, ou de prendre les restes du vampire et de devenir un vengeur. Casu sait qu'il n'est pas censé faire confiance à ses mots, mais il cherchait la force en tant que telle. Il prit les os dans ses mains et consomma lentement les cendres morceau par morceau. Ainsi, le pacte fut scellé et leur connexion fut finalisée. Le garçon reçoit le pouvoir de détruire les misérables héros, et tout ce qu'il a à faire est d'atteindre ses ennemis et de leur apporter leur fin grâce aux vampires. Son apparence a changé, et il a juré de tuer tous les héros du monde. Casio se dirigea vers sa nouvelle maison, déçu de n'avoir toujours pas trouvé le moindre signe de Seiya. L'appartement était aussi simple que possible, mais il ne comptait pas y rester longtemps de toute façon. Juste à ce moment-là, sa voisine sortit de chez elle. Et accueillit le nouveau venu d'un ton timide, il se figea sous le choc. Devant lui se tenait une femme qui ressemblait trait pour trait à sa sœur disparue.
Informée à l'avance et s'attendant déjà au nouveau voisin, la femme se présente comme Léla et lui demande son nom. Bien qu'encore troublé, il parvient à répondre, ce à quoi elle réagit par un sourire chaleureux. Elle ressemble exactement à Seiya, mais il est impossible que ce soit la même personne. Elle lui demande s'il y a quelque chose sur son visage, car il continue de la regarder. Le frère nostalgique se ressaisit et dit qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaît. Cela mis à part, elle remarque quelque chose dans la rue, un groupe de voitures de police fonçait sur la route, probablement à cause d'un utilisateur de pouvoir à proximité. Heureusement, il y a beaucoup de héros en ville qui pourraient s'en occuper. Il lui déconseille de trop compter sur eux, surtout compte tenu des événements récents. Elle savait exactement de quoi il parlait, car l'autre jour, les crimes odieux de Max avaient été révélés et rapportés à la ville à la télévision publique. Dans tous les cas, mieux vaut prévenir que guérir. Avec un sourire rassurant, Léla promet de se précipiter dans sa chambre. Au cas où il lui arriverait quelque chose, elle réitère qu'elle est tout à fait sérieuse quant à veiller l'un sur l'autre après avoir accepté son offre. Il la regarde vaquer à ses occupations, décidant silencieusement de mener une petite enquête. Les élèves remplissaient les rues alors que la journée d'école était sur le point de commencer. Kazu suivait discrètement sa voisine, observant pour voir si quelque chose était suspect. La surveillant toujours à l'intérieur de l'école, il note quelques éléments, mais aucun signe alarmant n'est à signaler pour l'instant. Cela dit, il ne peut s'empêcher de penser à Seiya chaque fois qu'il la voit sourire. Plus tard, elle marchait avec une autre élève qui s'excusait de la déranger avec ses problèmes, tandis qu'elle l'assurait que ce n'était pas un dérangement du tout. Il tombe finalement sur un homme à l'allure costaude, qui demande pourquoi il a été appelé et qui est la fille à côté de l'élève. Léla se plaça entre eux et dit au voyou de laisser son ami tranquille. Après tout, il doit être celui qui la force à faire des petits boulots louches la nuit. Il est irrité par la fille qui se mêle des affaires des autres. La fixant du regard et semblant sur le point d'attaquer, elle le gifle soudainement violemment au visage et lui demande si elle est impliquée dans leurs affaires. Il était enragé, alors il a juré et s'est avancé pour riposter. Kazu apparut juste à temps pour empêcher son poing d'atteindre son visage. Cela surprit à la fois la fille et le voyou, qui demandèrent qui il était. Il prétend n'être qu'un passant, ce qui exaspère l'homme encore plus. Il était sur le point de lancer un autre coup de poing mais ne put pas, car la prise autour de son poing se resserra tellement qu'il hurla de douleur absolue. Son bras finalement bloqué, il reçoit l'ordre de cesser de s'impliquer avec les jeunes filles et est lamentablement jeté sur le trottoir. L'homme les fusille du regard, comprenant que leur arrogance vient du fait qu'ils ont un nouveau garde du corps. Il s'enfuit, leur disant de se souvenir de ce jour. Laissés en paix, les deux étudiantes remercient leur sauveur de les avoir aidés. Mais on leur dit de ne pas abuser de leur sens de la justice, car elles pourraient le regretter un jour. Léla ne peut s'empêcher de froncer les sourcils à cette idée, car elle ne veut pas être quelqu'un qui ferme les yeux après avoir vu des problèmes juste devant elle. Malgré son avertissement, il sourit en réalisant à quel point elle est belle. De plus, elle s'inquiète que le voyou de tout à l'heure ne revienne pour se venger. Il leur dit de s'enfuir si cela arrive, car il ne sera pas toujours là pour les aider. Sa nature directe la fait rire d'amusement, et les trois sont finalement autorisés à vaquer à leurs occupations. Pendant ce temps, au quartier général du groupe Gokukin, le voyou de tout à l'heure maudissait les gamins qui l'avaient embêté. Cet après-midi, en balayant le bureau du regard, il est surpris de voir S, un jeune héros qui monte en grade. L'homme charismatique le fixait du regard lorsqu'une main ferme lui saisit soudain l'épaule. On lui dit de ne pas s'en inquiéter et d'oublier qu'il a même vu quoi que ce soit dans la pièce. Peu de temps après, le héros quitta le quartier général et marcha dans la nuit, où une voix familière l'appela. Il voit une vision sinistre de liquide rouge collant provenant de l'allée, se formant et se durcissant en une lame écarlate. Kazu émerge de l'obscurité et demande ce que le héros faisait là si tard dans la nuit. Un coup rapide tranche la mallette d'S, la forçant à s'ouvrir et faisant s'envoler d'innombrables billets de banque. Le héros se prépara à un combat pour réduire l'ennemi au silence. Ayant vu ce qu'il faisait au quartier général, le voyou raconte à son patron les étudiants qui ont tout raconté sur eux. Il veut leur donner une leçon douloureuse, mais le patron s'en moque et est plus préoccupé par ses gains relativement faibles qui ne valent pas ses excuses. Il ordonne aux larbins d'amener les filles de tout à l'heure et de les faire gagner leur vie. À ce moment-là, une silhouette blanche apparut de l'extérieur, à plusieurs étages au-dessus du sol. Elle traverse la fenêtre avec fracas et choque les hommes à l'intérieur. Une héroïne audacieuse était soudainement apparue devant eux.
Les voyous sortent leurs armes et font pleuvoir les balles, mais elle esquive facilement chacune d'elles, manœuvrant autour d'eux. Elle déchaîne une rafale de coups précis et puissants, terrassant tous les voyous en quelques secondes. Le seul qui reste est l'homme qui s'en prenait à Leila et à son ami, et qui affirme maintenant avoir été menacé. Il demande même de l'aide, affirmant qu'il n'est pas l'un des leurs. Mais cela ne lui fait rien. Après tout, le mal commence petit, et le rôle d'un héros est de l'arrêter avant qu'il ne devienne monstrueux. Le mal mérite d'être jugé, et qui de mieux qu'elle pour le faire? La police arrive et elle signale que la mission de suppression est terminée. Elle s'était déjà occupée de tout, et ils avaient le feu vert pour intervenir. Retirant son casque pour révéler des cheveux roses familiers, elle et Casu disent la même chose. Ils ne pardonneront jamais à ceux qu'ils considèrent comme la racaille de la terre et les écraseront de leurs propres mains. Casu arrive dans un petit café et s'installe en commandant un petit déjeuner complet. Le voyant bâiller, Auger, le propriétaire du café et son informateur, lui dit qu'il doit être fatigué d'avoir affronté un héros. Il affirme avec assurance que ce n'est pas vraiment son problème, mais on lui rappelle de rester vigilant à tout moment. Saisissant une tasse de café fumante, il soutient que ce n'est pas de la confiance, mais de la détermination. Dès l'instant où ils ont décidé de risquer leur vie, passant à la question suivante, il dit qu'il aimerait faire appel au service d'enquête du courtier. Il glisse une photo de sa nouvelle voisine. Le vieil homme regarde la photo de la fille aux cheveux roses, se demandant s'il y a un problème avec elle. Casu confie franchement qu'elle lui rappelle sa sœur, une femme qu'Auger connaît bien. Comme il la cherche depuis longtemps, il est sûr que Leila n'est pas sa sœur. Mais il ne peut pas ignorer la coïncidence malgré tout. Il n'a pas encore fini. Il aimerait aussi que la personne brisée s'intéresse à quelqu'un d'autre. C'est le voyou de tout à l'heure qui pourrait revenir leur faire du mal. Il connaît assez bien l'homme et allume la télé pour montrer quelque chose. Un bulletin d'information était diffusé, rapportant la chute récente de syndicats du crime. Alors qu'il continuait de couvrir les actions de la police, la télévision a montré une retransmission en direct du voyou menotté. Casu s'est personnellement occupé d'S, qui était impliqué dans le crime avec le gang Gokuken. Parmi les personnes arrêtées se trouvait l'homme qu'il recherchait. C'est étrange que la personne avec qui Leila a eu des problèmes ait été arrêtée ce jour-là. Auger accepte l'ordre d'enquêter sur la jeune fille, mais en retour, il a aussi quelque chose à demander au justicier. On lui dit de jeter un œil à des informations sur son téléphone, il s'agit d'Eden. Une boîte de nuit gérée par un héros nommé Light. Les activités à l'intérieur étaient manifestement illicites. Ces derniers temps, ses jeunes clients se retrouvent ruinés, brisés mentalement et physiquement. Contrairement aux cas habituels, il ne s'agit pas seulement d'alcool et de femmes. En fait, la rumeur qui circule est la suivante. Qu'on peut y vivre son rêve idéal. Cela signifie en gros que c'est lié à la drogue. Il n'y a pas encore de preuves solides, et c'est exactement ce qu'Auger veut qu'il trouve. Les choses pourraient changer en fonction de ce qu'il découvrira, en le comprenant parfaitement. Casu prit son manteau et quitta le café, prêt à éliminer lui-même tous les héros corrompus. Il se rend au club Eden cette nuit-là et y trouve d'innombrables fêtards dansant sous les lumières stroboscopiques. La musique était assourdissante, il entendait à peine, mais il a continué à essayer de recueillir autant d'informations que possible. C'était terrible, et il ne pouvait faire aucun progrès dans son travail. Cela dit, Auger n'aurait pas demandé d'aide en premier lieu si ça avait été facile. Une jeune femme attire soudain son regard. À sa surprise, c'était Leila, qu'il n'aurait jamais imaginé dans un tel endroit. Il ne peut qu'espérer qu'elle n'est pas impliquée dans des activités criminelles. Au moment où il s'apprêtait à poser d'autres questions, une main ferme lui a saisi l'épaule. Un videur, le dominant de sa taille, demande au visiteur de le suivre quelque part. Sans même résister, il obéit et arrive dans le bureau du président. Le jeune homme ayant été amené comme ordonné, Light a félicité son videur et a regardé droit devant lui. D'abord, il demande qui est Casu et ce qu'il vient faire dans son club. Il insiste sur le fait qu'il est juste venu en tant que client ordinaire, mais on lui dit qu'il est trop nerveux pour sortir un mensonge aussi minable. Pour que les choses se passent plus facilement et plus vite, il l'informe que l'homme derrière lui est un type doté de pouvoirs spéciaux. C'est un endroit assez étrange qui emploie même des personnes dotées de puissantes capacités. Balayant cela d'un revers de main comme un simple cas particulier d'embauche de garde du corps, le héros revient à ses affaires et l'interroge sur la raison de sa venue. Kazuo déclare sans détour qu'il cherche une substance qui puisse lui permettre de voir ses rêves.
Sans hésiter un instant, Light nie catégoriquement l'idée qu'ils vendent de la drogue. Il rejette l'offre d'un chèque en blanc, réitérant qu'ils sont un établissement propre, peu importe à quel point il supplie. C'est toujours un non catégorique, mais le héros soutient qu'il n'a pas l'air de quelqu'un qui mendie en premier lieu. Sur ce, Kazu est finalement prié de partir, ce qu'il fait immédiatement. Le videur reçoit l'ordre de s'occuper de lui. Quelques minutes plus tard, Light enfila son costume de héros et se prépara à rejoindre la vraie fête. En chemin, un autre majordome demande s'ils doivent vraiment porter des costumes. À l'intérieur du bar, il est, comme tous les autres héros, quelqu'un en qui tout le monde a confiance et qu'il adore. Grâce à cela, il peut ouvrir un passage secret vers une pièce cachée, et les gens y entreront sans crainte, juste à cause de sa présence. Descendant plus profondément dans son club, il atteint les portes d'une salle VIP et salue chaleureusement tous ceux qui attendent son arrivée. L'endroit était rempli de fumée, provenant des invités de marque qui se prélassaient. Tous se sont exclamés en voyant Light, excités et se précipitant pour s'incliner devant lui. Des liasses de billets étaient brandies alors qu'il demandait à obtenir les drogues immédiatement. Il caressa les femmes qui s'accrochaient à lui, les appelant de mignons agneaux et promettant de leur donner plus de bonnes choses si elles gagnaient beaucoup d'argent. À ce moment-là, l'atmosphère joyeuse est interrompue par un homme rampant sur le sol, bavant. Le visage creusé, il tendit la main et supplia pour de la drogue. Il promit de trouver de l'argent pour payer bientôt, mais être touché par un roturier sans le sou ne fit qu'irriter le héros. Light le gifle, lui disant de se vendre ou de voler de l'argent. Sur ce, le majordome reçoit l'ordre de se débarrasser de l'homme et d'aller chercher une nouvelle victime à l'étage. Arborant un grand sourire chaleureux, il dit à tous les autres d'apporter toujours de l'argent. Un bruit soudain et inattendu provient de l'autre côté de la porte. Pensant que c'est la nouvelle victime amenée par son majordome, Light ouvre joyeusement la porte pour les accueillir. Mais il est plutôt confronté au visage démoniaque de Kazo, qui lui demande s'il va bien le traiter. Le héros est choqué, incapable de comprendre comment il a même trouvé cet endroit. Et on lui dit qu'il a juste demandé gentiment. L'anti-héros a relevé le garde du corps de tout à l'heure, dont le visage était maintenant tuméfié, violet et enflé. Les gens ont été choqués par la vue du videur à terre et se sont enfuis pour sauver leur vie. Dès qu'ils ont réalisé qu'ils étaient attaqués. D'un autre côté, Light est resté et a demandé à quel jeu il jouait. Voulait-il juste de la drogue, de l'argent, ou autre chose? Kazu pointe sa lame et confirme que c'est lui qui a chassé les héros récemment. Voyant son arme étrange, le héros prend alors sa propre épée et révèle que son pouvoir s'appelle Flash. Il charge ses nerfs et ses cellules d'électricité, ce qui lui permet de se déplacer plusieurs fois plus vite que n'importe quel homme normal. Il n'est pas normal de révéler les détails d'une capacité à un ennemi, surtout en plein combat, mais il ne peut rien y faire de toute façon. Kazu est témoin de sa vitesse pour la première fois et peut à peine bloquer l'attaque à temps. Même Light est surpris qu'il y soit parvenu, bien qu'avec difficulté. Cependant, il ne peut pas être mis dans le même sac que les autres aspirants héros. Il attaque avant que le coup ne soit bloqué une fois de plus, mais un coup de pied de suivi le frappe violemment au visage, le faisant rouler sur le sol. C'est un excellent combattant en général, pas seulement avec des épées, mais le costume doit être déroutant. Après tout, l'apparence est importante s'il veut se démarquer de la foule. Interrogé s'il n'est qu'un héros pour la gloire et les éloges, il rejette cela et admet franchement qu'il le fait pour l'argent. Le but prétentieux de Kazuo de rendre une vraie justice est également remis en question, c'est risible, presque hypocrite. L'anti-héros le nie, disant qu'il n'est pas une fraude comme eux. Malgré l'accusation, Light l'accepte, disant que la justice est déterminée par celui qui gagne. Une autre attaque fulgurante arrive. Et c'est un barrage apparemment incessant cette fois-ci, c'est la première fois que Kazo est autant repoussé, prouvant à quel point l'adversaire est vraiment fort. Juste à ce moment-là, la voix de Rascal résonna dans son esprit, notant sa lutte et lui offrant de lui prêter une partie de son pouvoir. Tout ce qu'il a à faire est de chercher et de nourrir sa haine, car le feu de sa vengeance est la véritable source de son pouvoir. S'il abandonne son corps, le seigneur vampire peut mettre fin à la bataille en un clin d'œil. Kazuo fait taire ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, jurant de finir les choses par lui-même. La faille dans sa stabilité est une chance, et Light ne manque pas l'occasion de briser sa lame avec elle. Une grande entaille traverse sa poitrine, et le jeune homme se retrouva soudainement à genoux sur le sol. Ses blessures ne coagulaient plus, et il ne pouvait plus maintenir sa capacité.
C'est dommage qu'il ait gaspillé un tel talent pour s'opposer à lui, alors qu'il aurait sûrement fait un puissant héros. Kazu soutient que ce n'est pas du talent qu'il a, c'est de l'obsession. L'obsession de faire tomber les soi-disant héros, il a avalé chaque humiliation et a jeté son humanité pour perfectionner son propre corps. Le travail acharné qu'il a investi dans son objectif n'est rien d'aussi superficiel qu'un simple talent. Light reconnaît son courage et sa détermination à se battre, même après avoir perdu son arme. En réponse, il lèvera sa lame et coupera son obsession lui-même. Aussi tranchante que soit son épée, le héros ne put la retirer de sa cible, qui utilisait sa blessure pour l'empêcher de s'enfuir. Avec cela, Kazu est libre de le frapper au visage et de le forcer à lâcher son arme également. Light est d'abord confus, mais réalise que son adversaire a risqué de perdre son bras juste pour y parvenir. Il s'en fiche. Bien sûr, si perdre des membres effraie quelqu'un, alors il ne devrait même pas se battre en premier lieu. Une petite coupure n'est rien comparé à la douleur qu'il a ressentie ce jour tragique. Cela dit, il faisait preuve d'une sacrée résistance pour quelqu'un qui était sur le point de s'effondrer. Il ne peut même pas arrêter l'hémorragie de sa blessure, ce qui signifie que sa capacité est hors service. En revanche, sa vitesse éclair est toujours aussi redoutable, et comme mentionné, il est fort même sans armes. Light a chargé, sachant exactement ce que son ennemi visait. Il va probablement viser un contre-coup de poing quand il sera assez proche, alors il va lui voler l'opportunité en esquivant rapidement dès qu'il aura porté un coup. Le coup frappe la tête de Kazu comme prévu, et il était maintenant temps de disparaître en un clin d'œil. Cependant, il découvrit qu'il était coincé. Il se secoua et lutta, incapable de retirer son poing de la tête de sa cible. Comme auparavant, l'anti-héros utilisait sa capacité comme adhésif et s'accrochait à la main. Cela laisse Light vulnérable à un autre coup de poing puissant, assez fort pour l'envoyer s'écraser contre le mur. Cela le met presque KO. Kazu a laissé sa blessure saigner exprès pour l'inciter à baisser sa garde. Alors que le corps du héros étincelait encore de puissance, sa respiration devint haletante. Comprenant enfin l'obsession de son adversaire, il s'est relâché et a complètement perdu connaissance. Quelques heures plus tard, la police est arrivée au Club Eden et a été surprise de trouver un repère de drogue juste sous le bar d'un héros. Leila était là de nouveau, incapable de croire qu'un de ses pairs puisse tomber si bas. Cependant, il y avait une affaire plus importante à traiter. Elle sait très bien que Light n'est pas un novice au combat, ce qui signifie que l'ennemi est considérablement fort. Il est vrai que les héros sont louches, mais cela confirme que quelqu'un les traque activement. Malheureusement, elle ne peut pas laisser une personne aussi dangereuse courir les rues, elle doit donc prendre les choses en main. Le combat tumultueux avec la lumière a laissé Kazu avec de nombreuses blessures. À tel point que Rascal se moque de lui et lui dit qu'il devrait simplement tous les massacrer. Cependant, le jeune homme a l'intention de laisser ses ennemis en vie. S'il confie simplement son corps au vampire, il pourra se venger sans transpirer. Il en a marre d'écouter ses provocations et compte bien continuer à utiliser son pouvoir. Mais on lui dit qu'il ne peut même pas l'utiliser pleinement, même après tout ce temps. Irrité, Kazu frappe et brise son miroir. On lui rappelle qu'il peut l'appeler à tout moment. S'il change d'avis, il repense aux paroles du Seigneur. Il y a 2 ans, il était dans les bois et s'entraînait avec ses nouvelles capacités. Pour commencer, il se concentrait à maintenir la forme de son sang. Il invoque une petite dague dans ses paumes, mais le simple fait de la serrer suffit à lui faire perdre sa forme. Rascal se moque de lui pour son incapacité à fabriquer une arme décente, alors que cela fait 6 mois qu'ils se sont rencontrés. Amusé, il propose d'envoyer les héros à leur perte de ses propres mains. Rejetant catégoriquement l'idée, Kazu l'interroge sur les pouvoirs de vol de capacité dont il a parlé. Ceux dont il suce le sang perdent ses pouvoirs, c'est aussi pourquoi on l'appelle le vampire de la calamité. Il ne peut pas exactement utiliser ce qu'il prend, mais cela devient en fait une nourriture pour son corps. Une fois vidé, une personne perd complètement sa capacité. En fait, c'est rapide et amusant de voir les visages des héros paniquer lorsqu'ils réalisent ce qui se passe. Il peut dire ce qu'il veut, mais si Kazu ne peut pas contrôler ses nouvelles compétences, il ne pourra pas combattre les héros et sauver Seiya. Épuisé d'avoir juste matérialisé la dague, il perd connaissance et tombe face contre terre. Plus tard, il trouve quelques enfants qui le regardent, inquiets qu'il n'aille pas bien. Il se lève pour l'instant, pensant qu'il a dû être assommé par le surmenage. Les enfants lui offrent de l'eau à boire et lui demandent s'il est une sorte de héros.
Rejetant l'idée, ils se demandent ensuite ce qu'ils faisaient là. On leur a dit de se diriger là-bas après que de méchants hommes soient venus attaquer leur village. Ces hommes ont fait irruption et ont pris toutes les récoltes et les fruits qu'ils avaient moissonnés. Bien que les adultes veuillent résister, ils sont impuissants car les hommes ont menacé de détruire leurs champs. Désespéré, le garçon demande pourquoi les héros ne viennent pas les aider. Leur conversation est interrompue alors qu'un groupe d'hommes s'approche. Ciblant des femmes isolées du village, les enfants ont commencé à paniquer. Un bandit pense que la fille est trop jeune, mais le chef ignoble dit que son âge est parfait. Il voit alors Casu se placer entre eux. Désireux de l'écarter, l'un d'eux posa sa main sur le sol et fit jaillir des plantes de la terre. Bien qu'elles fussent petites au début, la plante s'est transformée en un être dangereux qui tirait des balles de graines sur ses cibles. L'une d'elles a réussi à toucher et à blesser le jeune homme qui jouait le rôle de gardien pour les enfants. Alors qu'on lui dit de s'asseoir tranquillement, d'autres plantes jaillissent pour s'accrocher à son corps et le clouer au sol. Avec lui immobilisé, le voyou tire violemment la fille. La scène rappelle à Casu le moment où sa sœur a été enlevée, et comme avant, il est de nouveau impuissant. Déterminé à empêcher l'horrible crime de se produire sous ses yeux, il découpe la plante avec sa lame rouge, bien plus grande que le poignard précédent. Réalisant qu'il est lui aussi un utilisateur de pouvoir, l'homme maléfique cesse de se retenir et tire une autre salve de balles. Cependant, elles rebondissent simplement sur la cible. Cette fois-ci, Casu a foncé droit sur sa cible et a empalé la main qui était connectée au sol, la maintenant-là comme un dernier recours. L'homme menace de faire flétrir les champs du village, ce qui est la pire chose qu'il aurait pu dire. Le vampire a montré ses crocs et s'est abattu sur son corps, le vidant de ses pouvoirs petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sous le choc, les autres ont juré de lui faire payer et sont partis en courant, leur chef dans les bras. Rascal était furieux d'avoir laissé une cible s'échapper juste au moment où il commençait enfin à montrer des signes prometteurs. Comme d'habitude, Casu refuse de se laisser entraîner et se contente de drainer ses capacités. D'autre part, le garçon était terrifié et a protégé sa sœur tout en disant à leur sauveur de rester en arrière. On lui dit d'oublier complètement les héros et de devenir assez fort pour protéger les gens qui lui sont chers. Avec ce dernier message, il s'en est allé. Maintenant, il était assis dans sa chambre et a invoqué l'épée qu'il affûtait depuis ce jour. Il combattra ses ennemis quoi qu'il arrive. Il est déterminé à sauver Seiya du mal. Tard au quartier général de l'Alliance des héros, Leila était devant l'ordinateur. Il y avait de fortes chances que la personne qui a attaqué le bar soit venue en tant qu'invitée au début. Elle scannait les caméras de surveillance et voit une personne familière, rembobinant et zoomant. Elle regarde de plus près et réalise qui elle a vu. De retour chez lui, Casu croise Leila juste au moment où le soleil se couche. Il fait attention à ses mots, car elle pourrait être liée au héros. Essayant d'agir normalement, il lui demande joyeusement si elle rentre de l'école. Mais sa réponse est étonnamment sèche comparée à son humeur habituelle. Même son regard était différent, à tel point qu'il se demande si elle le soupçonnait. À sa surprise, elle lui demande soudainement s'il voudrait faire du shopping avec elle pendant son jour de congé. Elle rougit et dit qu'elle aimerait la vie d'un homme pour un cadeau d'anniversaire pour son père. C'est inattendu, mais il accepte la demande malgré tout. Il décide donc d'une heure et d'un lieu pour se retrouver bientôt. La regardant fermer la porte derrière elle, il resta maladroitement confus quant à ce qui venait de se passer. À l'intérieur, Leila soupira profondément, pensant et espérant qu'il n'était pas une mauvaise personne. Cependant, elle ne peut toujours pas baisser sa garde et est prête à le démasquer si nécessaire. Le week-end de leur rencontre arrive, et elle apparaît dans une tenue jolie et délicate. Avec ce look, Casu pense encore plus à Seiya. Réalisant qu'il la fixait, il minimise et dit qu'elle est mignonne. La faisant se demander s'il la draguait si ouvertement, le jeune homme le nie timidement, mais elle plaisante heureusement et l'entraîne pour commencer leur virée shopping. Il traverse le centre commercial bondé, il essaie un tas de choses et l'aide même à choisir quelques vêtements à acheter pour elle. C'est une journée assez amusante et légère, dont ils profitent tous les deux pleinement en mangeant une glace au parc. Elle le remercie de l'avoir aidé à choisir le cadeau parfait, il ne lui ressemble pas à un méchant, mais pourquoi ses yeux étaient-ils si solitaires? Après avoir mis ça de côté pour l'instant, elle voit quelqu'un jeter une cigarette par terre et leur crie soudainement dessus. Un groupe de délinquants à l'air costaud se retourne, mais elle ne recule pas et leur dit de ramasser la cigarette qu'ils ont jetée. Ils ont refusé d'écouter une petite fille qui les réprimandait,
la faisant trembler de colère, car c'est aussi un parc pour enfants. Elle a retiré sa main, prête à rendre justice avec ses propres poings. Comprenant ce qui allait se passer, Kazu a arrêté son poing et s'est avancé, la faisant se demander si une capacité le rendait si confiant. C'était enfin sa chance de voir de quoi il était capable. Pour lui donner une leçon et lui faire arrêter de frimer, un homme lance un coup de poing mais le rate largement quand il esquive sur le côté. C'était l'occasion parfaite de riposter, mais il glisse sur de la glace par terre et tombe sur les fesses. Il rit de sa pathétique tentative d'héroïsme mais on leur dit de regarder derrière eux. Les rires cessent quand ils réalisent que des policiers observaient pendant que les autorités s'en occupaient. Léla a aidé Kazo, qui était mort de honte à cause de cette glissade peu glorieuse. Elle soutient qu'elle est juste reconnaissante pour l'intention et pour son aide pour les courses. Cette fois, c'est lui qui a une faveur à demander, mais c'est juste de l'aider à acheter un nouveau pantalon car le sien était sali par la glace sur laquelle il était tombé. Sa maladresse le fait rire. Plus tard, les deux rentrent chez eux et se remercient pour tout ce qu'ils ont fait. Au final, tout s'est bien terminé sans problème, mais elle a encore quelque chose qu'elle veut demander. Avant de se séparer, ils s'ouvrent joyeusement, mais son sourire est remplacé par une expression choquée quand elle lui demande s'il était au Club Eden. Il y a quelques jours à peine, avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone a sonné avec une notification, alors elle a fouillé dans son sac pour le trouver. Son regard était fixe et attendant. Finalement, elle lui demande directement s'il est un héros. Léla s'est inclinée en s'excusant et a admis qu'elle pensait que Kazu était un méchant. L'idée qu'il chasse les héros le surprend, alors elle s'excuse à nouveau d'avoir eu un malentendu aussi ridicule. Soudain, elle sentit l'énergie sinistre alors qu'il s'approchait d'elle, mais il lui tapota juste la tête et la rassura que ce n'était pas un problème. Réconfortée par sa gentillesse, elle sourit et dit qu'elle a hâte de devenir de bons voisins. Il la regarda partir, répétant silencieusement ces mots. Plus tard, il se rend au café habituel. Auger était sur le point de fermer, mais il réalise qui est son invité. Kazu l'interroge sur sa requête. Il n'a rien trouvé de concluant sur Léla, et il avait l'impression que toutes les données la concernant avaient été falsifiées. En fait, il pourrait avoir une meilleure idée puisqu'ils ont passé une journée entière ensemble. Elle le soupçonnait d'être un méchant. Heureusement, les voyous qu'ils avaient placés plus tôt ont fait une excellente performance, et ils ont essentiellement fait leur travail et dissipé ses soupçons. Il ne sait toujours pas pourquoi, mais son expression a changé tout d'un coup après avoir vérifié son téléphone. Un héros a été attaqué et gravement blessé vers midi. Puisqu'il était avec elle toute la journée et n'aurait pas pu le faire, Léla était assurée de son innocence. Pourtant, il ne devrait pas baisser sa garde le moins du monde, et plus important encore, il ne devrait pas penser qu'elle peut prendre la place de sa sœur. Bien conscient qu'il est prêt à l'éliminer si jamais elle se met en travers de son chemin. Hochant la tête avec assurance, Oji lui tend un dossier contenant des informations sur leur prochaine cible. Son nom est Rion, aussi connu sous le nom de Caméléon, qui est soupçonné de fabriquer les drogues. L'enquête montre que la piste des médicaments mène à un héros, ce qui ramène à elle. Kazo infiltre leur centre de recherche, se faisant passer pour un concierge afin de vérifier la cible et sa compagnie pharmaceutique. Il passe devant le garde, qui jette à peine un coup d'œil alors qu'il le remercie pour son service. La prudence était de mise, car il semble y avoir quelqu'un d'autre que lui qui cible les héros. Alors qu'il regardait l'emplacement de la cible, il passe devant un autre chercheur qui se retourne soudainement, une seringue à la main. L'homme tente de la lui enfoncer dans l'épaule, mais Kazu l'attrape facilement et le repousse d'un coup de pied. Il fit un bond en arrière pour prendre ses distances. Il lui demanda ce qu'il faisait. Il expliqua qu'il manquait de sujets d'expérimentation et qu'il était venu en chercher un, ayant la confirmation que cette entreprise n'était pas légitime. Le vampire invoque son épée, mais son identité d'utilisateur de pouvoir ne fait qu'exciter le chercheur qui désire un sujet de valeur. Voyant son bras se transformer en un appendice bestial, Kazu réalise qu'il doit s'en occuper, même s'il n'est pas la cible principale. Ils chargent et leurs armes s'entrechoquent, mais le bras étonnamment dur dévie la lame. L'homme est amusé par l'attaque tranchante et veut en voir plus, mais son ennemi n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un comme lui. Kazu mène une charge imprudente, balance son arme et se retrouve bloqué à nouveau. Cependant, ce n'est pas le même mouvement, car il liquéfie soudainement son arme, la laissant éclabousser le visage du scientifique. Il profite de l'ouverture créée par l'attaque surprise et tourne autour de son ennemi pour lui bloquer les membres par derrière.
Ses mouvements étant complètement stoppés, il était libre de lui retirer ses pouvoirs. Kazu ouvrit ses mâchoires et enfonça ses dents dans les épaules de l'homme, le vidant de chaque goutte de son pouvoir. Alors qu'il tombait au sol, inerte et immobile, il y avait un autre utilisateur de pouvoir dans l'installation. Un homme était soulevé du sol par le cou, suppliant d'être relâché, mais elle n'avait aucune intention de libérer un humain aussi dégoûtant si facilement. Elle le jette au sol et le projette contre le mur d'un coup de pied. À cet instant, ses oreilles se dressèrent, percevant un autre intrus qu'elle. Peu importe qui ou ce qu'ils étaient, Sarah était convaincue que quelqu'un d'aussi belle qu'elle pourrait facilement faire le ménage parmi les ordures du monde. Rion poursuivait ses recherches comme d'habitude quand un assistant de laboratoire a soudainement fait irruption, amenant le sujet de test qu'il devait récupérer. Suivant ses ordres, il pousse le lit dans le laboratoire. Elle entre peu après, prête à commencer l'expérience. Quand elle retire les couvertures, elle est choquée de trouver son assistant assommé et utilisé comme mannequin. Une lame rouge était soudainement à quelques centimètres de son cou, tandis que Kazuo confirmait d'abord son identité de caméléon. Se retournant, elle voit son regard furieux et réalise que c'est lui qui a vaincu Light. Il l'accuse de fabriquer des drogues illégales, mais elle rétorque qu'elle ne fait qu'apporter un peu de bonheur aux gens, tandis qu'il considère cela comme une excuse de perdant. Il s'accorde étonnamment sur le fait que les héros ne sont qu'une façade pour des menteurs à la peau dure, prêts à prendre tout ce qu'ils veulent. Il la met en garde de ne pas faire un pas de plus, mais ce n'est pas d'elle qu'elle doit s'inquiéter. L'homme d'avant s'est soudainement redressé et lui a attrapé la main. Ses bras sont pris par le mouvement inattendu, permettant à Ryan de reculer à une distance plus sûre. Elle ordonne à son assistant de lui écraser les bras avec son pouvoir, mais ses membres ne font que trembler impuissants. Il n'avait aucune idée pourquoi, mais il ne pouvait pas utiliser sa capacité. Kazu profite de la confusion et repousse l'ennemi d'un coup de pied, le faisant s'écraser contre son patron. L'intrus dit qu'il sait très bien à quel point les héros aiment les embuscades. La femme a donné un coup de pied à son bon à rien de laquais, frustré, et a retiré son manteau pour entrer dans la bataille. Après tout, elle s'ennuyait de toute façon de la recherche. Sa peau était couverte d'écailles reptiliennes vertes. Il était maintenant temps de se souvenir de la sensation d'attraper des criminels. En tant que héroïne, elle révèle son fouet et commence à le faire tournoyer autour d'elle. À sa surprise, toute son arme disparut soudainement de sa vue. Alors qu'il essayait encore de comprendre la situation, le fouet invisible frappa son visage. Avec un claquement fort et lourd, il est raillé pour n'avoir pas vu une attaque aussi simple. Mais il essayait déjà de comprendre la situation avec sang-froid. C'est son pouvoir, elle peut se faire disparaître, elle est tout ce qu'elle touche. C'est enfin son tour de jouer, et elle compte le tourmenter jusqu'à ce qu'il la supplie, prêt à se prêter à ses jeux. Il claque des doigts et disperse des gouttelettes de sang dans la pièce. Dès que cela touche le corps du fouet, il s'approche pour le saisir et arracher l'arme de sa main. Le héros lâche prise sans trop de résistance et dit qu'il est bien meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle avance, il lui demande si elle s'attend à ce qu'il recule. Cependant, elle est plus intéressée par la raison pour laquelle il cible et chasse les héros à quelques pas d'elle. Elle tendit la main et proposa son aide, même si son but était la vengeance. Elle connaît son pouvoir d'effacer qui il veut. Encore plus surprenant, elle semble informée à propos de Rascal et du don qu'il a dû lui conférer. S'il la laisse étudier sa capacité, elle fera tout ce qu'elle peut pour l'aider dans sa vengeance. Quelque chose de tranchant est rapidement saisi dans l'air, et son offre est promptement refusée. Après tout, Kazu. On ne peut pas avoir un collaborateur qui vous poignarde dans le dos tout le temps. Qu'il remarque le second fouet ne faisait pas partie de son plan, alors elle le lâcha rapidement et s'enfuit à nouveau. Elle sera pardonnée quoi qu'il arrive, car c'est ce que signifie être un héros. Ils savent tous les deux qu'il est épuisé et ne gagnera pas un combat prolongé. Cependant, un pied a soudainement traversé le mur et interrompu leur combat. Une silhouette familière a parlé de l'autre côté, s'excusant de s'immiscer dans leur vilaine machination. Invitée à se montrer, Sarah est apparue dans la lumière avec un sourire hautain et confiant, disant « La belle est arrivée pour faire le ménage ». Alors qu'une femme était assise sur un banc du parc, visiblement troublée, une autre est passée et s'est assise à côté d'elle, voulant entendre son histoire. Apparemment, son fiancé s'est porté volontaire pour un essai clinique d'une substance pour héros et n'a pas encore repris connaissance. Selon l'entreprise et le héros, ce n'est pas lié et ils ne sont en aucun cas responsables. Le public ne la croira pas non plus, surtout avec un héros impliqué.
Prise de pitié pour elle, Sarah se lève pour vérifier les faits et promet de faire le ménage si nécessaire. La femme est surprise de trouver quelqu'un qui la croit. C'est ridicule de penser qu'un héros ne fera jamais rien de mal, après tout. La seule chose qui est toujours juste dans le monde, c'est sa beauté. Après avoir suivi cette piste, elle est maintenant arrivée au laboratoire de recherche pour faire le ménage. Comme promis, c'était un scénario déroutant pour les deux qui ne s'attendaient pas à ce qu'un autre utilisateur de pouvoir se manifeste. Tout à coup, Casu se souvient de la nouvelle d'un autre héros attaqué alors qu'il faisait du shopping avec Leila. Il fait le lien et réalise que ce doit être elle, quoi qu'il arrive. Les invités indésirables n'étaient rien d'autre que des importuns pour Run. Sarah surveille la situation et fixe ses yeux sur sa cible initiale. Il y a un autre utilisateur de pouvoir, inattendu mais une bonne opportunité. Ayant l'intention de se débarrasser d'abord du faible, elle se déplace à une vitesse incroyable et rebondit de mur en mur, finissant par bondir sur Casu. Il l'esquive d'abord et décide de ne pas faire preuve de pitié envers quelqu'un qui l'attaque. Son pied frappe ses mains avant qu'il ne puisse terminer son coup, le forçant à lâcher son arme. Elle tourne et repousse son corps sans défense d'un coup de pied, mais voyant comment il parvient à tenir bon sans tomber, elle réalise qu'il n'est pas qu'un simple petit poisson. Pour s'occuper du léopard. Les mouvements de la femme sont bien trop irréguliers pour être anticipés. Pendant ce temps, Ryan a conclu que les deux intrus ne devaient pas être alliés. Si elles restent cachées, ils s'élimineront mutuellement, et elle pourra juste achever celui qui reste. Cependant, Sarah la voit disparaître. Avec ses pouvoirs, elle est peut-être un caméléon, mais la bête ne la laissera pas s'échapper si facilement. Son coup de pied suivant est vif et puissant, à tel point que son talon s'enfonce profondément dans le mur. Le chercheur est stupéfait, incapable de comprendre sa force et sa précision. Pendant ce temps, l'attaque de Brume est simplement accueillie par un petit rire. Rion pense que ce doit être ses oreilles, étant donné sa capacité. La femme utilise probablement son ouïe surdéveloppé pour suivre ses mouvements. L'autre ne bouge pas, probablement méfiant de son invisibilité, car il l'a déjà expérimenté. Ainsi, elle se révèle et demande à la nouvelle venue si elle aussi cherche à se venger d'un héros. Ce n'est pas trop évident, mais c'est assez proche. Elle ne supporte pas les héros et est une alliée des sans-pouvoirs qui ont besoin de justice. L'argent n'entre même pas en ligne de compte, on lui demande donc si elle est une autre de celles qui prétendent rendre la vraie justice. Sarah admet que ses raisons ne sont pas si profondes et qu'elle méprise simplement les choses laides, surtout les héros les noyés dans la cupidité et qui n'ont pas leur place dans son beau monde. Rion la considère comme une anormale, mais une qui lui a fait gagner assez de temps. Elle appuie sur un bouton au mur, déclenchant une alarme stridente. C'est tout ce que c'est, mais le bruit rendra impossible d'entendre ses pas pendant qu'elle est invisible. La chercheuse tourne autour de sa cible, visant à lancer une embuscade par derrière. Ils ont regardé autour d'eux, ne sachant pas où l'ennemi était allé cette fois. Rion voit sa chance et la saisit en frappant Sarah, mais est douloureusement punie par un coup de pied profond à l'estomac. Elle est projetée contre le mur, incapable de comprendre comment ses pas ont été discernés. Ce n'était pas le son que la femme léopard traquait, mais son odeur, qui dégageait exceptionnellement une puanteur laide et vulgaire. Battue et incapable de bouger, Rion s'effondre, vaincu. Sarah a tourné sur elle-même pour donner son tour à Casu, mais il l'a juste fixé d'un air vide comme les autres. Il avait une odeur inquiétante, mais une qui sentait le sang. Casu insiste sur le fait qu'il n'est pas un héros. Et n'a rien à voir avec Rion. Malgré tout, Sarah ne peut pas ignorer la puanteur qui émane de lui. Au fond de lui, Rascal souriait, amusé que son pouvoir refuse simplement d'être contenu. Les manigances de la vampire l'agacent, mais ce petit tic est une ouverture qu'elle ne laisse pas passer. Elle a chargé et a lancé un coup de pied puissant, qu'il a attrapé d'une seule main. Lui rappelant de ne pas être trop arrogante, arguant qu'il pourrait vouloir suivre son propre conseil. Elle a tourné rapidement, utilisant la cheville qu'il tenait comme point d'ancrage, et a déclenché une autre attaque. Il est projeté cette fois et est presque assommé. C'est surprenant de voir à quel point il est tombé facilement dans le piège, mais il n'avait pas encore fini. Et voulait simplement éviter de la combattre si possible. La lame écarlate est invoquée une fois de plus. Maintenant, tous ceux qui se dressent sur son chemin devront payer le prix. Avec l'odeur sinistre du sang qui le rendait fou, il montrait enfin sa vraie nature. Elle se prépare à l'achever en beauté. Un barrage de coups apparemment incessant est déclenché,
et il esquive à peine chacun d'eux. Cependant, il tente de riposter, si lentement que Sarah en profite pour lui asséner un coup de poing profond dans le corps. Au lieu de le blesser, elle est surprise par la sensation d'un liquide collant qui l'attire plus près de son corps. Elle ne pouvait plus bouger, peu importe ses efforts, et réalisa vite que son adversaire le faisait exprès. La lame était levée au-dessus d'elle, et elle ne peut pas l'esquiver à temps. Kazuo abattit sa lame mais s'arrêta juste avant qu'elle n'atteigne son épaule, comprenant sa confusion. Il annule sa capacité et dit qu'il ne se bat pas aveuglément pour le frisson de la bataille. Il tuera ses principaux ennemis et anéantira l'association des héros, tout ça pour sauver sa sœur qui leur a été enlevée. Entendant sa raison, Sarah se lève et demande s'il est celui qui a vaincu des héros seuls, à part elle. Quand elle lui demande ce qui se passerait si c'était le cas, elle lui conseille d'arrêter, car continuer ne ferait que le mener à la mort. Cependant, il ne s'arrêtera ni ne mourra tant qu'il n'aura pas sauvé sa sœur. Sa détermination et son entêtement l'irritent, et elle soupire de déception, pensant qu'il était un peu beau un instant. Disant vaguement qu'elle devait être la seule à le comprendre, ses oreilles se dressèrent soudainement. Entendant plusieurs pas s'approcher, elle court et l'encourage à la suivre, ne voulant pas être attrapée. Plus tard, Sarah lui offre un verre et s'excuse de l'avoir tant frappé, mais une canette de soda couvre à peine tous les coups qu'elle lui a portés. Elle a décidé d'ignorer pour l'instant l'odeur sinistre qui émane de lui, ce qu'il qualifie sarcastiquement de grande aide. Puisqu'ils y sont, il a une autre question qu'il aimerait poser. Étant donné sa force, son apparence et son sens de la justice, pourquoi ne devient-elle pas simplement une héroïne? Il y a longtemps, elle a été repérée par un héros bien connu. Il lui a proposé de la promouvoir comme sa partenaire, mais seulement si elle passait une nuit avec lui. Elle aurait eu la gloire et l'argent, mais ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire. Après tout, qui voudrait embrasser du vomi sur le bord de la route? Ni une ni deux, elle l'a rembarré, et il l'a juste regardé, déjà prêt à la mettre sur liste noire dans l'industrie. Personne ne l'a cru, suppose Kazu, qu'il y avait d'autres façons de mieux gérer ça. Mais même elle a des limites, sourit-il finalement, la reconnaissant comme une femme de valeur. Le compliment soudain la fait se retourner et rougir, mais elle reprend confiance en elle. Et dit simplement qu'elle le sait déjà. Sur ce, elle se lève et s'éloigne, lui disant de bien retenir son nom. Au milieu d'un bureau, un bulletin d'information rapporte l'existence d'un criminel ciblant les héros. Un héros sourit en entendant cela. Entouré d'hommes à terre, il sourit d'amusement, disant que les choses deviennent enfin intéressantes. Lui, Dragon, était prêt à jouer le rôle du héros imbattable. De retour au café, le même reportage sur le chasseur de héros passait à la télévision. Servant une tasse de café à son partenaire, OG dit qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre soit assez fou pour combattre des héros seuls. Sarah était vraiment bizarre, mais elle n'était pas une mauvaise personne pour autant. Il refuse de faire équipe avec elle et d'entraîner des innocents dans sa quête de vengeance. Par ailleurs, il y a des rumeurs concernant un groupe anti-héros composé d'utilisateurs de pouvoir. Le courtier ne connaît pas encore leur objectif, car il n'a pas creusé si profondément. Il est conseillé à Kazu d'aller voir, mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'alliés à ses côtés. Pourtant, il aimerait voir comment ils comptent se battre, alors il se rend pour les rencontrer dans un entrepôt au hasard en ville. Il a ouvert la porte nonchalamment et est entré, surprenant un groupe de personnes à l'intérieur. Naturellement prudent. Il se demande qui est ce visiteur non invité. Il est déçu de voir que Sarah n'est pas là. À ce moment-là, un homme s'est approché de lui demandant s'il savait quel genre de groupe ils étaient. Il y a un tas de gens qui veulent faire taire les héros pour de bon. Confirmant cela, l'homme prend une profonde inspiration et lui souffle de la fumée de cigarette au visage. Kazu le met en garde de ne pas faire quelque chose d'aussi impoli, à moins qu'il ne veuille se faire tuer. Blessé par le gamin arrogant, l'homme jette sa cigarette et recule d'un bond. Tenant les chaînes enroulées autour de son corps, il les balance et les lance sur le nouveau venu, déterminé à lui donner une leçon. Mais les maillons d'acier sont brisés avant même qu'ils n'atteignent leur cible. Il s'écrase au sol, et tout ce dont Kazu avait besoin pour le maîtriser était une petite blessure. L'idée qu'il soit un espion là pour découvrir leur plan leur traverse l'esprit. En entendant cela, il est averti de ne pas le confondre avec les héros pathétiques. Alors que le combat était sur le point de s'intensifier encore plus, Dan est intervenu, conseillant à son camarade de s'en aller avant de le regretter. Il sourit et s'approche du nouveau venu, concluant déjà qu'il doit être le chasseur dont tout le monde parle.
Le voyant hausser les épaules, il fait de même et passe à autre chose. Puisqu'un membre supplémentaire ne ferait que jouer en leur faveur, Kazu dit qu'il n'a aucune intention de les rejoindre et veut juste voir comment ils vont exécuter leur plan, puisqu'il est si déterminé à entendre comment ils vont se battre. Le héros Dan révèle l'idée de semer le chaos dans les rues animées, où ils n'auront d'autre choix que d'aider. Un héros arrogant se montrerait et serait écrasé par quelqu'un se fondant dans la foule. Ces héros sont pourris et pourraient même ne pas se montrer pour sauver les innocents. Si cela arrive, ils pourront simplement blâmer les héros et détruire la confiance du public en eux. Kazu comprend enfin suffisamment leur plan et soupire devant leur idée décevante. Ils vont utiliser des civils sans aucun scrupule, mais il ne veut pas en faire partie. Le laisser partir après avoir entendu leur complot n'est pas une option, bien qu'il reste un atout majeur. Ainsi, Dan le défie en duel, ou perdre le ferait rejoindre leur groupe. S'il gagne, il sera autorisé à rentrer chez lui sain et sauf. Quoi qu'il en soit, ils n'ont aucune intention de le laisser partir paisiblement. Kazu se prépare et se tient prêt pour le combat inévitable. Son épée leur est révélée pour la première fois, mais cela ne trouble même pas Dan. Qui montre juste une poignée de billes entre ses doigts, les serrant fort, il les a soudainement lancés sur l'ennemi. Il a réussi à esquiver, mais l'endroit derrière lui a soudainement explosé avec une puissance immense. Quelqu'un qui passe par là ressent les secousses de l'explosion et son intérêt est instantanément piqué. Kazuo est surpris par les explosifs inattendus, le pouvoir de son adversaire est de transformer tout ce qu'il touche en bombe. Il a sauté au-dessus de sa cible et a dispersé un tas de bombes autour de la zone. La plupart des dégâts sont légers et tout ira bien tant qu'il n'est pas touché directement. Alors qu'il charge en avant, il voit Dan apparaître soudainement à ses côtés, lisant parfaitement ses mouvements. Il se retourne pour frapper, pensant avoir l'avantage à cette distance, mais le pyrotechnicien s'y attendait déjà. Il est choqué que l'homme ait percé à jour ses mouvements. Ils sont sur le point de s'affronter à nouveau quand Draco arrive et les sépare. Le héros leur rappelle qu'ils ne doivent pas oublier à quoi servent leurs pouvoirs, d'autant plus qu'ils sont tous deux doués. Il ajoute que puisqu'ils sont puissants, ils devraient devenir des héros. Qui peut protéger tout le monde et apporter la paix à l'humanité? En se souvenant de sa sœur, sa colère envers les héros se rallume. Il déclare que les héros ne sont que de la racaille pourrie, il brandit son épée vers Draco et affirme que les héros sont ses ennemis. Le héros sourit, le reconnaissant comme celui qu'on appelle le chasseur de héros. Kazuo ne confirme pas et continue d'attaquer. Soudain, une chaîne s'enroule autour du bras du héros. L'homme de tout à l'heure observe depuis les coulisses, et bien que l'attaque ne fasse pas partie du plan, il sait que c'est l'occasion parfaite d'anéantir quelques héros. Les autres annihilateurs de héros attaquent Draco tous en même temps, essayant de l'achever. Malgré cela, il les maîtrise facilement et reporte son attention sur Kazu. L'homme brise la chaîne enroulée autour de lui. Pendant ce temps, Dan lance des bombes sur le héros et le piège dans une explosion. Il sourit d'un air maniaque, pensant qu'il a gagné. À sa grande surprise, Draco est déjà à ses côtés, sans une égratignure. Dan est déstabilisé par la vitesse du héros et lance des bombes de manière désordonnée sur son ennemi. Draco se moque de lui, lui disant de mieux viser pour pouvoir le toucher. Soudain, un groupe d'adolescents ouvre le portail de la cachette après avoir entendu l'explosion. De ce fait, l'homme a l'occasion de les attaquer tandis que le héros est distrait. Draco intervient rapidement et bloque l'attaque avec son corps, se blessant par la même occasion. L'homme célèbre après avoir vu son attaque porteur, traitant le héros de fou pour avoir protégé les citoyens. Draco déclare qu'il n'est pas fou et qu'il est un héros loyal qui vise à protéger les innocents. L'homme et son groupe le trouvent irritant et décident d'en finir avec lui une fois pour toutes. Cependant, malgré leurs efforts combinés, Draco reste le plus fort et les vainc d'un seul coup. Même s'il est blessé, après s'être occupé d'eux, il reporte son attention sur Kazu. Kazu lui tire dessus avec son pouvoir sanguin, mais il esquive facilement. Kazu commence à s'enfuir loin du héros. Il regarde Dan et pense qu'il a risqué sa vie pour laisser son camarade s'échapper. Il plaque la tête de l'homme au sol avec son pied, pensant que si Kazu n'avait pas esquivé ce couteau, l'explosion l'aurait frappé de plein fouet. Il s'empêche de trop réfléchir, se disant qu'il ne laissera plus Kazu s'échapper. Pendant ce temps, dans sa résidence, Rascal demande à Kazu pourquoi il ne s'est pas battu. Kazu avoue qu'il trouve Draco un héros décent, donc il ne l'a pas blessé. Cependant, Rascal souligne qu'un vrai héros se mettra inévitablement en travers de son chemin,
il est donc préférable de s'en occuper immédiatement. Dans ce cas, Kazuo devra en finir avec Draco le moment venu. Rascal espère que cette hésitation ne lui coûtera pas la vie à l'avenir. Pendant ce temps, au quartier général de l'association des héros, le directeur rassemble les héros pour discuter des récents incidents du chasseur de héros dont tout le monde parle. Il leur ordonne d'attraper le chasseur de héros et de mettre fin à sa folie meurtrière. Leela s'avance et se porte volontaire pour la mission, jurant d'éliminer la menace qui pèse sur les héros et l'humanité. Kazu se promène dans une zone de bâtiments délabrés, exactement comme Ogé le lui avait dit lors de leur rencontre. La zone serait un point de rencontre pour le trafic de drogue et les héros corrompus. Il continue de fouiller la zone à la recherche de tout signe d'activité illégale. C'est alors qu'il tombe sur un homme accroupi, seul. Il s'approche de lui, mais l'homme l'attaque immédiatement avec des serpents. Les créatures le mordent, et il active son pouvoir pour se protéger. Il brandit son épée et s'apprête à frapper l'homme. Quand quelqu'un l'attaque par derrière, il est surpris de voir Draco brandir son bâton et le balancer dans sa direction. Il esquive juste à temps, mais est choqué quand un autre héros arrive et lui saute dessus. Le coup porte, et l'impact le projette violemment au loin. Le héros Tony est impressionné de voir Kazu se relever, même après avoir encaissé un coup de son marteau. Maintenant, Kazu fait face à 4 héros et est acculé sans défense. Leela dit à Peter qu'il aurait dû achever le chasseur de héros avec ses pitons. Peter se défend, disant que l'homme est assez agile, mais qu'au moins il leur a créé une ouverture. Draco s'adresse à Kazu, déclarant qu'il savait qu'il était le chasseur de héros dont tout le monde parlait. Kazu essuie sa sueur, réalisant qu'il est tombé dans une embuscade. Son attention se tourne vers l'héroïne Leela, et il est surpris de voir une femme parmi les héros. Elle l'attaque et il tente d'esquiver le coup. Cependant, son corps commence à s'alourdir, et il se souvient avoir été mordu par le python plus tôt. Cela rend difficile pour lui d'esquiver les attaques de Leela. Il réalise qu'il est dans une situation grave et qu'il doit battre en retraite. Une balle le frappe en pleine poitrine. Le héros tireur d'élite Alex est posté sur un autre bâtiment, pointant son arme sur lui. Sur ce, Kazu tombe inconscient au sol, complètement à la merci des héros environnants. Impuissant, il se reproche d'avoir été vaincu sans même avoir sauvé sa sœur. Rascal comprend son sentiment et lui dit qu'il ne le laissera pas finir ici. Il va lui montrer ce qu'est la terreur pure. Kazu déborde soudainement de puissance. Le sang l'enveloppe, et il se transforme en Rascal. Les héros sont choqués par la transformation. Le puissant vampire se tient devant eux. Le héros tireur d'élite essaie de lui tirer dessus à nouveau, mais le vampire se protège facilement. Rascal regarde Alex et s'envole vers sa position. Tony essaie d'avertir le héros tireur d'élite, mais Rascal est plus rapide et tue Alex en un instant. Alors que le héros tombe mort au sol, les autres se sentent menacés. Rascal arbore un sourire triomphant, car après des centaines d'années, il a enfin un vrai corps à nouveau. Pour le tester, il a hâte de combattre les héros. Draco crie aux autres héros de faire attention, les avertissant que celui qu'ils affrontent est formidable. Cependant, Tony trouve cela excitant et attaque le vampire. Rascal est également ravi et reconnaît que s'il avait reçu un coup direct, il aurait été blessé. Tony lui assène un coup de marteau, mais le vampire l'arrête d'un seul doigt. Pendant qu'il combat Tony, Peter apparaît par derrière et tente d'immobiliser Rascal avec ses pitons. Les créatures réussissent à le mordre, mais il manipule son sang et repousse les serpents et Tony. Il exprime son dégoût qu'il tente d'utiliser du poison sur lui alors qu'il est le maître du sang. Voyant les autres vaincus, Leela tente également une attaque, mais il la jette facilement de côté. Il rit de ses ennemis, déclarant que les héros de cette génération sont faibles et ne font pas le poids face à lui. Draco se jette sur lui et frappe avec son arme, mais Rascal esquive rapidement chaque coup. Il reconnaît la technique de Draco mais affirme qu'il a encore une grande avance sur lui. Il arrache l'arme de Draco et la pointe sur la gorge de Leela, menaçant de la tuer si quelqu'un bouge. Quand les héros hésitent, il se moque d'eux pour leur faiblesse de cœur. Il fait ensuite tournoyer l'arme et l'enfonce dans le sol, clouant la cape de Leela et la piégeant sur place. L'impact fait dangereusement vaciller le bâtiment délabré derrière eux. Draco avertit les autres avec une expression ignoble. Rascal crie qu'il devrait se dépêcher de la sauver ou perdre un autre héros. Le bâtiment commence à s'effondrer, Leela étant toujours piégée. La sueur perle sur son front tandis qu'elle regarde la structure s'effondrer. Elle ferme les yeux, s'attendant au pire.
Au dernier moment, Draco la protège de son propre corps. Elle lui demande s'il va bien, et il lui assure qu'il est un héros invincible. Inspirée par son altruisme, elle se précipite vers l'ennemi. Mais Rascal lui attrape la tête et la fracasse contre le sol, se moquant d'elle pour être faible et ennuyeuse. Il s'approche d'elle d'un air menaçant, se préparant à lui porter le coup de grâce. Cependant, il est choqué lorsqu'il réalise que le héros devant lui n'est autre que Layla. Les autres héros sont confus de savoir pourquoi le vampire a cessé de bouger. Rascal se saisit la poitrine et commence à se battre avec Casu à l'intérieur de lui. Il lance un regard noir à Layla, pensant que c'est de sa faute si Casu lui résiste. À cause de cela, il décide de tuer Layla et de se moquer de Casu. Il active sa technique sanguine et la projette vers le héros. Draco se précipite vers Layla, cherchant à la protéger de l'attaque. À leur grande surprise, Casu reprend sa forme et est celui qui absorbe le coup, sauvant Layla à la dernière minute. Les deux se regardent de près, Layla étant stupéfaite de réaliser que le chasseur de héros était Casu depuis le début. Pendant ce temps, Casu endure la douleur dans son bras. Draco est également choqué de voir Casu sous sa forme humaine. Tony apparaît soudainement et frappe Casu, le projetant au loin et le rendant inconscient. Le héros au marteau est satisfait d'avoir vaincu le chasseur de héros, mais Layla le supplie, disant qu'il est trop dur. Tony lui rappelle que Kazuo est dangereux puisqu'il travaille avec un vampire et souligne qu'elle ne devrait pas défendre le chasseur de héros. Il décide alors de capturer Kazuo pendant qu'il est encore inconscient. À ce moment-là, une présence se manifeste, les réprimandant de s'acharner sur un homme déjà à terre. Quand Tony lève les yeux, il voit Sarah debout au sommet de l'un des bâtiments délabrés. Elle les regarde avec dégoût, les traitant d'horribles. Elle saute et atterrit devant eux. Elle explique qu'elle avait initialement senti l'odeur de Kazuo. Elle comptait le saluer, mais ne s'attendait pas à le trouver battu par un groupe de héros bons à rien. Réalisant qu'elle est avec lui, Peter envoie immédiatement ses pitons l'attaquer. Sarah bloque facilement l'attaque et attrape les créatures, les empêchant de bouger. Tony serre son marteau et fonce vers elle, mais elle l'esquive et dépasse les héros à une vitesse incroyable, ramassant Kazuo au passage. Elle aimerait bien s'occuper des héros, mais sa priorité est de le sauver. Elle ajuste son appui et s'échappe. Draco serre son arme avec frustration tandis qu'elle s'échappe. Layla avoue alors qu'elle connaît Kazuo. Layla explique qu'elle est voisine de Kazuo et qu'elle pensait que c'était une bonne personne. Draco souligne que le mal se déguise toujours, elle ne doit donc pas se laisser berner. Il resserre sa prise sur son arme et se précipite après Sarah, avec l'intention de l'attraper. Cependant, Tony l'arrête et le frappe avec son marteau, le laissant inconscient au sol. À ce moment-là, un autre héros, Silver, apparaît, choquant Layla. Ils déclarent qu'ils s'occuperont eux-mêmes du chasseur de héros et ordonnent à Layla et Draco de retourner au quartier général. Il explique qu'ils sont inefficaces en raison de leur sens excessif de la justice. Ainsi, les trois héros restants s'occuperont de Kazu. Layla tient bon, lui disant qu'elle ne le laissera pas souiller davantage le nom des héros avec son sens déformé de la justice. Silver ricane et lui demande si elle se souvient seulement du moment où elle est devenue une héroïne. Cela la trouble car elle ne peut pas s'en souvenir clairement. Il insinue que ses souvenirs ont été altérés. Elle commence à trembler en réalisant qu'elle ne peut pas se souvenir de fragments de son passé. Silver affiche un sourire sinistre et révèle qu'elle n'est qu'un clone d'un autre utilisateur de pouvoir. Elle est complètement choquée, surtout quand il confirme qu'elle n'est qu'une pâle imitation. Il voulait un pion loyal, mais elle a développé des émotions et est devenue difficile à contrôler. Elle n'est rien de plus qu'une expérience ratée avec un sens de la justice sans valeur. Il croit que les héros n'ont pas besoin d'idéaux superflus, il a donc l'intention de se débarrasser d'elle. Layla sent son monde s'effondrer sous elle en réalisant que toute sa vie n'a été qu'un mensonge. Il s'avère qu'elle n'a jamais été une héroïne après tout. Elle s'effondre alors que tout ce en quoi elle croyait se brise. Silver réitère qu'elle n'a plus de valeur et n'a pas sa place parmi eux. Soudain, une lance vole vers Silver. Il l'attrape sans effort à main nue et la renvoie sur Draco. Draco rit, faisant remarquer que les vieillards comme Silver sont toujours détestés à cause de leurs absurdités. Silver s'attendait à cette réaction, sachant que Draco a un fort sens de la justice et n'accepterait jamais le clonage. Draco admet qu'il ne se soucie pas du clonage en soi, mais est en colère que quelqu'un en souffre. Il leur rappelle que le devoir d'un héros est de sauver les gens et de rester fidèle à cette responsabilité.
Il se tourne vers Leela et lui dit qu'elle est une héroïne tant qu'elle croit en la justice et en la protection des autres. Être un clone ne change rien à cela. Elle essuie ses larmes, le remercie et retrouve sa détermination. Bien que soulagée qu'elle aille mieux, Draco reconnaît que leur situation est désastreuse. Ils font face à 3 héros, et les combattre ne sera pas facile. Leela élabore rapidement un plan et lui dit de courir quand elle donnera le signal. Silver sent que quelque chose ne va pas et ordonne aux autres de les écraser. Les 2 héros chargent. Leela y voit son signal et tire son pouvoir sur Draco, le projetant loin du danger. Silver rit de ce qu'il appelle son sacrifice inutile et se moque de sa faiblesse. Elle répond qu'elle n'est pas faible pour être une vraie héroïne et que le sacrifice de soi fait partie du rôle. Elle marche vers Silver avec une détermination inébranlable. Sarah s'occupe de ses blessures. Il tressaille de douleur tandis qu'elle le réprimande pour la façon imprudente dont il a combattu les héros. Elle le traite de fou d'avoir affronté tant d'adversaires à la fois alors qu'il aurait pu mourir. Il lui dit qu'il a été pris en embuscade et la prévient d'être prudente elle aussi. On frappe soudain à la porte, et elle se demande qui a bien pu trouver le remplacement. Casu se souvient de Leela et se porte volontaire pour aller voir. Il regarde par le Judas mais ne voit personne. Prudemment, il ouvre la porte et trouve un homme blessé debout dehors. L'homme lui semble familier, et il réalise que c'est Draco. Draco essaie de le provoquer malgré son état mal en point. Casu le prend par le col et lui demande ce qu'il veut. Draco répond qu'il pense que Casu est quelqu'un sur qui il peut compter, ce qui ne fait qu'énerver Casu davantage. Sarah intervient et donne une tape sur la tête de Casu, leur disant de rentrer avant d'attirer l'attention. À l'intérieur, Sarah s'occupe des blessures de Draco. Elle appliquait soigneusement de la pommade sur son visage. Ses actions le déroutent, car il est toujours un héros et donc leur ennemi. Imperturbable, elle fait remarquer qu'il n'est qu'un homme blessé. Elle demande si les autres héros ont causé ces blessures, et quand il le confirme, elle rit. Elle fait remarquer que cela ne fait que prouver à quel point les héros sont vraiment corrompus. Casu l'interrompt et demande pourquoi Draco est venu les voir. Draco raconte ce qui s'est passé et révèle que Leela est un clone. Sarah soupire, dégoûtée que les héros aient même recours au clonage. Draco se sent responsable de la capture de Leela, car elle s'est sacrifiée pour le laisser s'échapper. Désespéré de la sauver, il s'incline profondément et demande leur aide. Sarah trouve absurde qu'il s'immisce dans un conflit entre héros. Draco acquiesce et se prépare à partir, mais Casu l'arrête. Il se souvient que Draco a mentionné que Leela est un clone d'une certaine capacité. Quand Draco le confirme, Casu pense à sa sœur Seiya, qui pouvait manipuler les apparences. Il se souvient comment elle avait autrefois montré fièrement sa capacité, affirmant qu'elle deviendrait une héroïne utile comme leur père. Le souvenir se déplace vers le moment où elle a été capturée à cause de son pouvoir unique. Depuis lors, il n'avait aucune piste sur l'endroit où elle se trouvait, mais maintenant il en a enfin une. Déterminé, Casu décide de travailler avec Draco pour sauver Leela. Sarah le traite de fou de faire confiance à un héros et le prévient que cela pourrait être un piège menant à sa mort. Casu s'en moque, il est prêt à affronter n'importe quel danger si cela le rapproche de sa sœur. Il part avec Draco. Pendant ce temps, à l'association des héros, Leela est ligotée. Silver prévoit de l'utiliser comme appât pour attirer Draco. Un garde fait soudain irruption, rapportant d'urgence que Draco a été aperçu à l'extérieur. Silver esquisse un sourire satisfait, croyant que Draco est venu la sauver. Cependant, le garde ajoute que Draco n'est pas seul et qu'il a amené 2 alliés inconnus. Cela alarme Silver. Il regarde par la fenêtre et voit Draco, Casu et Sarah anéantir tous les héros qui se dressent sur leur chemin. Les 3 ont réussi à infiltrer le quartier général. Draco demande à Sarah pourquoi elle aide aussi, alors qu'elle méprise tant les héros. Elle regarde Casu et déclare simplement qu'elle ne peut ignorer quelqu'un d'aussi sincère que Casu. Elle veut toujours le sauver. Ils arrivent finalement devant une immense porte en acier. Interrogé à ce sujet, Draco révèle que c'est un terrain d'entraînement pour les héros. Ils ouvrent la porte et sont accueillis par Tony et Peter. Les 2 héros sont survoltés et impatients de terminer le combat qu'ils ont commencé plus tôt. Déterminé à en finir immédiatement, Casu active son pouvoir. Draco l'arrête et lui dit de se calmer. Il fait remarquer que puisqu'ils ne sont que contre 2 héros, il devrait d'abord se concentrer sur l'un d'eux. Il charge ensuite vers Peter.
Draco balance son arme sur le héros et crie à Casu de porter le coup final. Casu court dans leur direction, mais à sa surprise, l'homme lui marche dessus et l'utilise comme levier pour s'échapper. Il n'a qu'un seul but en tête, sauver Leela. Elle est un indice vital pour qu'il lâche Draco et le mette dans une situation difficile. Peter essaie de l'arrêter avec ses pitons, mais Sarah intervient, le laissant s'échapper. L'homme la traite de folle d'avoir laissé partir l'homme, notant qu'ils ont gâché leur avantage de combattre à 3 contre 2. Elle répond que se battre avec un désavantage de 2 contre 3 n'est pas juste et qu'elle déteste ça. Elle préférerait mener une bataille perdue d'avance plutôt que d'être injuste. Le héros se moque de son sens de la justice inutile et ordonne à ses pitons de l'attaquer. Elle évite rapidement les créatures et charge Peter, le frappant en plein visage. Elle lui assène un autre coup de pied, terminant le combat avec le héros et le laissant inconscient. Elle regarde le héros de haut pour avoir sous-estimé son pouvoir. Elle ne cherche pas la supériorité et vise seulement à montrer à quel point les héros sont corrompus. Pendant qu'elle est préoccupée, Peter lâche l'un de ses pitons. La créature s'enroule autour du pied de Sarah, et alors qu'elle est sur le point de la mordre, elle saute et tourne en l'air, décollant le piton de son pied. Peter est choqué par sa force de jambe incroyable. Elle apparaît derrière lui et lui donne un autre coup de pied violent. Enragé, le héros se relève immédiatement. Cette fois, son aura est plus dangereuse et menaçante. Il invoque d'autres de ses pitons et se jette sur la femme. Il sourit en triomphe, certain qu'elle ne peut esquiver l'assaut. Mais à sa surprise, elle les anéantit facilement grâce à son incroyable vitesse. Elle lui porte ensuite un autre coup au visage, le blessant. Pour riposter, il lui souffle du gaz empoisonné au visage. Après avoir inhalé la fumée par inadvertance, elle se sent instantanément engourdie et a du mal à bouger. Il est impressionné que cela ne l'ait pas rendue inconsciente, mais il doit maintenant finir le combat pour porter le coup de grâce. Il invoque à nouveau ses pitons et leur ordonne de mordre Sarah jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée. Les pitons lui injectent une neurotoxine, la rendant à peine capable de bouger son corps. Il la trouve impressionnante, lui demandant pourquoi elle continue de se battre. Elle se remémore alors 15 ans en arrière, quand elle n'était qu'une petite enfant, prenant un repas tranquille avec sa mère chez eux. Elle rêvait d'être une héroïne quand elle était encore une fille innocente. Cependant, elle avait déjà été trahie par un héros. Le héros l'a invitée dans sa chambre et lui a proposé de faire d'elle une héroïne star si elle passait la nuit avec lui. Elle l'a traité d'escroc et était sur le point de quitter la pièce quand il l'a attrapée de colère. Elle lui a alors donné un coup de pied, le faisant trébucher et s'accroupir de douleur. Elle lui a dit au revoir et est rentrée chez elle. Sa mère n'était pas vraiment impressionnée par ce qu'elle avait fait. Elle a gâché sa chance d'être une héroïne à cause de l'incident. Puisque le héros ne la recommanderait plus, elle fut surprise qu'il soit un vrai héros après tout, parce qu'il voulait profiter d'elle. La mère soupira et lui dit qu'elle aurait dû simplement endurer une nuit avec le héros. Cela brisa complètement Sarah, surtout après que sa mère lui eut fait remarquer qu'elle l'avait élevée pour devenir une super-héroïne et qu'elle devrait faire un petit sacrifice. Le cœur brisé, elle s'enfuit de la maison. Dans une ruelle, elle pleura toutes les larmes de son corps tandis que les héros étaient célébrés en arrière-plan. Elle les traita de menteurs et de corrompus. La vie dont elle avait rêvé était brisée, et personne ne venait l'aider. Les héros étaient censés aider ceux qui en avaient besoin, mais elle avait été trahie par l'un d'eux. C'est alors qu'une femme avec un parapluie s'approcha d'elle, l'exhortant à parler de ses problèmes pour que cela puisse lui remonter le moral. Après lui avoir ouvert son cœur, la femme la crut immédiatement et fut empathique. Après tout, elle avait déjà entendu des rumeurs sur la corruption des héros. Sarah se sentait toujours déprimée car sa mère ne lui parlait plus après ce qui s'était passé. La femme lui dit d'être fière d'elle-même parce qu'elle était honnête. Si elle apprenait à vivre fièrement et avec confiance, les attentes des autres, y compris celles de sa mère, n'auraient plus d'importance. Elle la rassura également. Qu'elle serait là pour l'écouter. Sarah, troublée, laissa échapper qu'elle était plus cool que n'importe quel héros qu'elle avait rencontré. La femme ricana et tira une bouffée de sa cigarette, déclarant qu'elle n'était pas cool. Mais la belle Sarah regarda la femme qui était meilleure que n'importe quel héros qu'elle avait rencontré. À présent, elle dit à Peter que tout ce qu'elle veut maintenant, c'est être belle et cool. Peter demande en quoi cela est différent d'être un héros. Elle fait remarquer que les héros brillent sous les projecteurs, mais elle veut briller même dans les ruelles les plus sombres. Et tendre la main à ceux qui sont vraiment invisibles et dans le besoin.
Elle veut être la femme qui l'a sauvée auparavant, authentique et bienveillante. Peter ne peut toujours pas comprendre ses sentiments et l'attaque pour en finir avec elle. Elle mord alors le python, à la grande surprise de Peter, et lui donne un coup de tête. Cela met finalement fin à la bataille, Sarah l'emportant enfin sur le python. Le héros Tony les regarde et réalise que Sarah a gagné le combat. Cela ne le dérange pas, car il est sur le point de gagner sa bataille contre Draco. Draco est allongé contre le mur, blessé. Après un instant, il se relève, chancelant sous l'impact. Il refuse d'être vaincu par un vil héros. Tony esquisse un sourire malicieux, disant qu'il n'a aucune chance contre lui. Draco profite de cette occasion pour attaquer et brandit son arme vers lui, mais ses mouvements ralentissent. Sur ce, Tony parvient à lui porter un autre coup, le projetant à travers la pièce. Il regarde son ennemi de haut, le considérant comme une cause perdue. Il incite l'homme à cesser de se battre et à se rendre avec dignité. Draco ne peut pas abandonner maintenant et doit sauver Layla, qui s'est sacrifiée pour lui. Bien que gravement blessé, il essaie de se relever et de se battre à nouveau, déterminé à gagner. Il serre fermement sa lance et endure la douleur, prêt à bondir à nouveau sur Tony. Il ne pourra accepter la mort qu'après avoir réussi à sauver Layla. Tony trouve son courage dégoûtant, lui disant que tout ce qui l'intéresse, c'est de profiter d'un combat qui apporte du frisson à sa vie monotone. Il se fiche complètement de qui a besoin d'être sauvé et veut juste la commodité qu'apporte le fait d'être un héros. Il abat son marteau sur Draco, qui le bloque avec sa propre arme. Les deux s'affrontent à nouveau, Tony disant à Draco que quelqu'un d'aussi faible que lui. Draco tente de le transpercer, mais à sa grande surprise, sa lance se brise en deux, le laissant plus impuissant. Tony met le pied sur son arme et se moque de son sens de la justice. Draco lui dit de ne pas s'emballer, car il peut encore se battre même sans son arme. Même si son arme s'est brisée, son esprit est toujours intact et cela le fera tenir. Le héros au marteau saisit son arme gigantesque et déclare qu'il écrasera son esprit et son espoir. Les deux se jettent l'un sur l'autre en même temps. Draco frappe le marteau de Tony à main nue, le brisant par la même occasion. Cependant, il subit également de lourds dégâts à sa main. Avec seulement la poignée de son arme restante, Tony la balance sur Draco. Draco est sur le point de le frapper à nouveau avec son poing. Draco donne tout ce qu'il a, son poing fendant l'air et provoquant une pression du vent qui frappe Tony en ses points vitaux car il ne s'y attendait pas. Le héros au marteau est incapable de dévier le coup, le menant à la défaite. Draco fait remarquer que Tony ne se bat que pour s'amuser, donc ses convictions sont faibles. Il déclare qu'il est le héros invincible Draco, et que quoi qu'il arrive, il persévérera et se battra pour la justice. Pendant ce temps, Casu arrive enfin dans la pièce où Layla est retenue. Silver le salue. Et est ravi de rencontrer enfin le héros Hunter. Casu ne perd pas de temps et l'interroge sur son travail concernant les clones d'une certaine capacité. Utilisateur, il demande où se trouve l'utilisateur original de cette capacité et ce qui lui est arrivé. Cependant, au lieu de répondre, Silver le défie en duel. Casu accepte, déterminé à obtenir une réponse. Silver retire sa cape, se préparant à l'affronter. Il frappe ensuite le sol et lance des rochers en direction de Casu. L'homme les esquive facilement, mais Silver en profite pour l'attaquer. Pendant qu'il est occupé, le héros lui porte un coup, et Casu l'esquive. Et riposte en balançant son arme sur le héros. Cependant, il est trop lent pour Silver, et le héros parvient à le griffer. Le coup blesse le chasseur de héros. Casu évalue sa blessure et est soulagé de constater qu'elle n'est pas très profonde. Il sent aussi que son adversaire est fort, mais c'est la piste qu'il poursuivait. Il doit donc gagner ce combat. Sa sœur vive dans sa mémoire, Casu active son pouvoir et forme une épée avec son sang. Il balance ensuite son épée sur son adversaire, qui égale sa vitesse. Silver vise à le frapper à un point vital, mais Casu parvient à bloquer l'attaque avec sa main. Se blessant au passage, le héros le traite de fou pour ne pas se soucier de ses blessures. Il lui saisit alors les deux mains, maîtrisant le chasseur de héros. Il le projette au sol de toute sa force, le laissant immobile. Il sourit en triomphe, déclarant que même le tristement célèbre chasseur de héros ne fait pas le poids face à un héros comme lui. Silver le saisit alors par le col, puis lentement par le cou. La conscience de Casu s'estompe tandis qu'il ferme lentement les yeux. Layla l'appelle. Pendant une fraction de seconde, il voit sa sœur en elle.
Cela le ramène au présent, et il reprend conscience. Une fois remis, il donne un coup de pied à Silver dans la gorge, repoussant le héros. Il active à nouveau son pouvoir sanguin et frappe le héros avec son épée. Silver esquive rapidement l'attaque et atterrit fermement sur ses pieds. Voyant que le chasseur de héros considère Leela comme importante, il saisit la jeune fille par la gorge et la jette par la fenêtre. La vitre se brise sous l'impact, et Leela tombe en chute libre du bâtiment. Kazu tente immédiatement de la secourir, mais il ne parvient pas à lui saisir la main. Sentant son désespoir, Rascal propose d'échanger à nouveau. Avant que Kazu ne puisse faire un choix, Silver tente de le faire tomber du bord. À ce moment-là, le sang de Kazu se transforme en arme et frappe le héros, créant une distance entre eux. Son sang saisit alors Leela et la sauve de la chute mortelle. Silver sourit d'un air narquois à l'adversaire devant lui. Kazu est maintenant redevenu Rascal, qui, après avoir sauvé Leela, déclare qu'il va en finir avec Silver. Rascal est ravi de défier un autre héros en duel. Il contrôle son sang, attrape son adversaire et le projette au sol. Le vampire se moque de lui, le trouvant faible et vexé. Silver concentre son pouvoir sanguin et se dit qu'il doit vite en finir, car le vampire représente une menace. Il attire ensuite Rascal vers lui, le frappant du poing à une vitesse incroyable. Malgré cela, le vampire parvient à dévier l'attaque et le repousse violemment contre le mur. L'attaque le projette hors du bâtiment, jusqu'à l'héliport. Maintenant, Rascal n'a plus à s'inquiéter de la réaction de Kazu face à Leela dans la pièce, et il peut se battre à cœur joie. Anticipant une autre attaque, Silver riposte, le frappant de ses griffes acérées. Le coup manque de peu sa cible, frustrant Rascal. Silver saisit l'occasion d'attaquer une fois de plus, utilisant la pression du vent pour le transpercer. L'attaque égratigne le vampire, qui reconnaît maintenant que Silver est un adversaire redoutable. Cela excite le héros, qui déclare avoir besoin d'une vraie force pour dominer quelqu'un comme lui. Sur ce, Rascal forge une arme à partir de son propre sang. Il forme une épée puissante, quelque chose de plus grand et de plus fort que ce que Kazu manie habituellement. Alors que l'air crépite de leur pouvoir, Leela atteint le dernier étage et appelle Kazu. Cela agace Rascal, et il est distrait par sa présence. Silver voit cela et se jette sur lui. Le héros lève ses griffes acérées comme des rasoirs et les enfonce dans sa chair. L'attaque le projette violemment au sol. Silver célèbre, sentant qu'il est déjà en train de gagner. Il plonge alors sa main plusieurs fois dans la poitrine du vampire, le laissant gravement blessé. Sur ce, Rascal redevient Kazu, ce qui fait rire le héros, encore plus confiant dans sa victoire. Cependant, il sent que Kazu tressaille. Il recule immédiatement, surpris que le chasseur de héros respire encore. Bien que tremblant, Kazu se relève de manière impressionnante après avoir encaissé de multiples coups brutaux. Silver est impressionné, mais déclare qu'il doit mettre fin au combat maintenant. Le chasseur de héros refuse d'être vaincu et saisit son épée une fois de plus. Cependant, avant qu'il ne puisse faire un mouvement, le héros l'empale à nouveau. L'assaut le met à genoux, et il tombe au sol inconscient. Silver tourne son attention vers Leela, qui est prête à l'attaquer. La voyant libérée de ses chaînes, il réalise que Kazu l'a intentionnellement frappée plus tôt pour libérer la femme. Il lève à nouveau ses griffes et lui dit qu'elle aurait dû s'enfuir quand elle en avait eu l'occasion. Elle refuse de s'enfuir et insiste sur le fait qu'elle le combattra jusqu'à la fin. Elle rassemble son pouvoir dans sa main et le lance vers Silver. Le héros dévie facilement son attaque et rit de sa folie. Cependant, cela ne la déconcerte plus, et elle lance une autre attaque sur son ennemi. Agacé par sa ténacité, il la gifle au visage. Il fait remarquer qu'en tant que clone, elle était destinée à être éliminée dès le début, elle ne devrait donc plus se battre. Déterminée, elle avance, car quelqu'un a risqué sa vie pour elle. Elle se remémore le moment où Kazu s'est sacrifié pour elle. Cela lui donne une nouvelle vague de détermination, et elle se jette sur son adversaire, déclarant qu'elle défiera son destin. Elle lance un puissant rayon sur Silver. Le héros endure la douleur de son coup. Il lui attrape alors la tête et lui donne un coup de genou d'une force violente. Le coup la projette à travers la pièce. Elle gémit tandis que Silver la piétine, affirmant qu'elle devrait apprendre la différence de leur pouvoir. Il se moque d'elle, disant qu'une simple et piètre copie comme elle ne l'emportera pas contre sa force. En représailles, elle agrippe son pied et déploie toute sa puissance,
faisant remarquer qu'elle n'abandonnera jamais parce qu'elle croit en la justice et qu'elle continuera d'être une héroïne, même si elle n'est qu'un clone. Sur ce, elle prend le dessus sur Silver et le projette loin d'elle. L'homme recule et grince des dents de colère. Elle lui saute alors dessus et lui donne un coup de pied au visage. Tant qu'elle en a encore l'occasion, elle lève la jambe et lui assène un autre coup brutal à la tête. Frustrée, Silver jure qu'il la punira dès qu'il l'aura attrapée. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse encore tenir debout après avoir enduré tout son assaut. Il souligne que c'est pour cela qu'elle est une imposture, car elle ne pourra jamais le vaincre. Il lui attrape la jambe et fait remarquer qu'un vrai héros utilise une arme. Il s'apprête à la poignarder avec son arme, mais à sa grande surprise, Casus est rétabli et se tient maintenant derrière lui. Le chasseur de héros le mord alors et lui suce le sang, lui volant ainsi son pouvoir. Il regarde le héros, qui tombe inconscient au sol. Layla court vers lui et lui demande s'il va bien. Quand il confirme, elle le remercie de lui avoir sauvé la vie. Il lui exprime également sa gratitude, puisqu'elle a aidé à vaincre Silver. Elle exprime aussi son intention de révéler au monde la corruption de Silver et des autres héros. Sur ce, Kazuo lui demande si elle compte aussi le capturer. Le chasseur de héros, après un instant, confirme qu'elle doit le capturer, car il représente toujours une menace pour l'association des héros. Il ne peut pas se faire prendre pour l'instant, alors Kazu active son épée de sang et se prépare à la frapper. Elle reconnaît qu'il l'a secourue et lui est reconnaissante, mais elle doit tout de même accomplir ses devoirs de héroïne. Elle l'exhorte également à expier ses péchés et à se rendre. Il fait remarquer que tabasser des héros corrompus ne devrait pas être considéré comme un crime, puis la frappe avec son épée. Elle esquive et le frappe du pied, puis rassemble son pouvoir magique, le transformant en une boule d'énergie qu'elle lance dans sa direction. Il lève son épée pour dévier son attaque, soulignant qu'il n'a pas tort de combattre les héros. Il neutralise avec succès son pouvoir et pointe son épée de sang sur elle. Il ajoute qu'il n'y a plus de véritable droiture dans la société actuelle et qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, corrompus à leur façon. Layla serre les dents, sachant pertinemment qu'il a raison. Elle jure cependant de changer cela et s'efforcera de créer un monde où les héros seront véritablement l'incarnation de la justice et de l'équité. En entendant cela, Kazu dépose son arme, admirant sa véritable intention d'aider les gens. À sa grande surprise, Silver se rétablit et s'apprête à frapper Layla. Il vient à son secours à nouveau et enfonce sa main dans la chair de Silver. Le héros refuse d'être vaincu et le pousse du garde-corps avec lui. Layla crie le nom de Kazuo alors qu'ils tombent tous les deux en chute libre de la tour. Elle sort en courant du bâtiment du héros. Et trouve Silver mort sur le trottoir, tandis que Kazu est introuvable. Plus tard, elle essaie de rendre visite à Kazu dans son appartement, mais une voisine l'informe qu'il a déménagé il y a quelques jours. En rentrant chez elle, elle se jure qu'un jour elle attrapera Kazu elle-même et l'appelle son héros. Pendant ce temps, il est annoncé dans tout le pays que Silver et ses sbires sont arrêtés pour leurs crimes. L'héroïne Layla promet qu'elle ramènera la société des héros à son ancienne gloire. Après la conférence de presse, elle se dit discrètement qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas imposé sa propre version de la justice. Un braquage a lieu dans une banque, deux hommes armés sont occupés à voler de l'argent quand Draco apparaît et sauve les innocents à l'intérieur. Ailleurs, Sarah se tient au sommet d'un bâtiment sous l'éclat du clair de lune. Elle entend un cri et décide qu'il est temps de punir le mal. Dans un laboratoire, une jeune fille est attachée, impuissante, à une chaise. Le héros devant elle a l'intention de l'utiliser comme sujet d'expérience pour sa propre expérience de clonage. La jeune fille gémit de peur et fait remarquer qu'un jour, un châtiment divin entra cet homme. Le héros rit. Affirmant que les seuls dieux de leur monde sont les héros, alors elle ferait mieux de l'adorer lui à la place. Soudain, il arrête de rire après avoir senti une autre présence dans la pièce. Kazu sort de l'ombre et se moque de lui pour s'être comparé à un dieu alors qu'il n'est rien d'autre qu'une racaille. Le héros se prépare à le combattre tandis que Kazu active son pouvoir sanguin, prêt à bondir sur le héros.